toutes et à tous, bienvenue pour ce 14e épisode de la 6e saison de Cold Facts. Sur les réseaux sociaux, on vous a demandé de nous dire ce qui vous avait plu, déplu jusqu'à présent en National League. On a fait nos devoirs, on a fait pareil. Et il se trouve que plutôt que de parler abondamment des romans, on a décidé d'élargir un peu notre horizon. Alors, on va aller du côté de Rapperswil, du côté d'Ambry, Zug Zurich. Et puis, au milieu de tout ça, il y a aussi quelques mots d'Axel Simic qui connaît une super saison du côté de Cloton. Puis après, on va quand même terminer avec nos j'aime pas du côté de la Romandie, rassurez-vous. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ça va très très bien, puis toi? Ça va. Bien rentré de Cloton. De Cloton. Ouais, rentré au milieu de la nuit. Il n'y a pas eu de neige, donc tout va bien. Ce qui est effectivement un gros plus. J'ai l'impression qu'une fois sur deux, quand je vais entre novembre et janvier à Cloton, je rentre avec la neige. Donc, dont une fois épique où j'avais chopé les chasse-neige entre Olten et à peu près Berne. Et je rigole pas. Hein. Mais alors moi, je rigole pas non plus. C'était en allant à Weinfeld. Non, c'était pas Weinfelden, c'était l'autre, la Bodense Arena de Turgovie. Kreuzlingen. Voilà, au bout de la Suisse. Les Chasse-Neige sont rentrés à Yverdon et ils sont partis à Kerzers. Chiètre, s'il te plaît. Chiètre, oui, alors voilà. C'était long. À 40. Voilà, allez. Ouais, j'avais de la marge, mais... Puis j'étais la première voiture derrière les... En plus, c'était les deux chasse-neige pour évidemment bien pousser l'autoroute. C'était long. Ouais, non, là, c'était... à l'aller, je préfère, honnêtement. C'est parce qu'on a assez de marge. Franchement, le retour au milieu de la nuit, je pensais m'arrêter à Olten dormir, parce que je me suis dit... de rage. Non. J'ai dit, non, c'est bon, je suis pas fatigué, je prends pas l'hôtel, je continue. Et vraiment, je pense 3 minutes après Olten, je me suis payé les chasse-neige. Et Olten-Berne, c'est long déjà normalement. De nuit, c'est très long. Mais de nuit, derrière les chasse-neige, c'est compliqué. Puis je réfléchissais, je me dis, attends, si je sors là, puis je me fais les routes de campagne. Et hop, mais non. Mais non. C'était vraiment pas mal. Prendre un arbre entre Egerkingen et puis Unsingen, j'avais pas vraiment envie. Il est super ce début d'épisode de Cold Facts. C'est vraiment extraordinaire. Non, on vous a demandé, à part ça, de nous donner... c'était un peu pas un guidane, mais ça nous permet de faire un épisode peut-être moins parler de l'actu, parce que des fois on a l'impression, c'est vrai que tu me disais ça en préparant cet épisode, on a un peu l'impression de dire on Dantzig, Genève, et puis Lausanne va bien, puis puis Fribourg va un peu moins bien, puis voilà. C'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu chaque année il y a un peu ce creux de novembre où un peu les tendances ont commencé à être définies. Alors forcément elles évoluent, hein. Ce qu'on pense mi-septembre, on le pense plus mi-octobre et encore moins après mi-novembre, où ça peut clairement évoluer. Mais je pense comme pour les joueurs, t'as un peu l'aspect un peu lancinant du milieu de championnat. Puis à partir de décembre, on va commencer à arriver, fête de fin d'année, etc. Mais à se placer. Oui. Pour les playoffs, on va commencer à pouvoir calculer. Ouh là là, il reste plus que 15 matchs à Bienne. Ouh là là, il faut qu'ils gagnent un petit peu. Puis là, on va pouvoir se projeter sur la fin de saison. Mais maintenant, si on commence à faire des théories, ouh là là, Götteron, ils ont plus que 13 points d'avance sur la barre, ça a aucun sens. Complètement. Et c'est pour ça que de temps en temps, là, on essaie de solliciter les questions des auditeurs, on essaie de réfléchir à des intervenants si on en a. Et justement, là, c'était une bonne piste, je pense, de demander aux gens ce qu'ils pensaient d'un sorte de petit bilan à mi-saison. Ouais, puis c'est pas forcément de poser des questions, c'est plutôt, ça nous permet nous aussi de nous confronter et puis de se dire, il y a plusieurs choses. En tout cas, moi, ce qui m'a plu, ça a été mentionné une fois par quelqu'un, et ce qui m'a déplu, ça a été mentionné par plusieurs personnes. Alors, ça veut pas dire que on a tous raison, ceux qui avons pensé ça, mais qu'il y a quand même quelque chose là derrière qui est de l'ordre du comment dire, du collectif finalement. Et alors, je sais pas, est-ce que tu veux que je commence par dire... Fais-toi plaisir, comme ça moi je réfléchis à ce que je veux dire. C'était un peu aussi... Non, je crois que c'est bon, mais vas-y quand même. Mais on va commencer par le positif, je pense. Qu'est-ce qui m'a plu, moi, cette saison, pour l'instant, de National League? C'est je sais pas si je peux parler de l'intégration des jeunes, mais c'est de voir autant de jeunes, et surtout, en fait, certains, je me disais, je vois le truc, clairement, pourquoi pas. Et puis d'autres, non, je suis surpris de voir qu'ils sont capables de marquer autant de points et d'être impactants déjà maintenant. Je prends un exemple, c'est que on a un Théo Rochette avec Lausanne qui a 16 points, je crois, maintenant en 5 matchs.
Je pensais pas qu'il aurait autant, malgré ses bonnes stats au Québec, évidemment, où il avait, je crois, 120 points pour terminer ça, capitaine des remparts. Il arrive, mais il avait jamais joué contre des adultes. Après, il était dans une ligne, des fois 3e ligne, où tu te dis, après, s'il a du powerplay, ça peut changer la donne. Et puis, finalement, il s'est créé un petit peu sa place. Maintenant, il est au centre de Sekacheria, ça joue pas mal. Et puis, il va très vraisemblablement atteindre le plateau des 20 points. Je suppose que ça devrait le faire. Et c'est très, très joli. Biasca, qui rentre, par exemple, à Zug après un camp NHL. On sait qu'il a du potentiel, mais tu vois le contingent de Zug, tu les vois encore racheter Kunsley, tu les vois avoir encore Hoffman sur les plots, alors tu te dis, bon, Biasca, il a la chance de pouvoir... Mais ils le mettent dans des super conditions. Et je l'ai pris à Hockey Manager. Bravo, très très bien vu. Et je l'ai dit à qui veut bien l'entendre. Absolument. Tu fais souvent ça, mais des fois c'est n'importe quoi. Là, c'était pas le cas. Et Biasca, Tommaso De Luca aussi dans Brick. Oui, tu vois ces jeunes qui reviennent des ligues canadiennes, puis ils ont des stats qui sont corrects, ou plutôt, je sais pas moi, une 40aine de points. Tu te dis, ah ouais, mais tu sais pas ce que ça va donner. Et ça c'est vraiment hyper positif. Tu parlais d'Hockey Manager, c'est évidemment aussi un peu le sel de ce jeu. Et d'ailleurs c'était ce qu'il y avait quand on a eu ce problème lors de la première journée. C'était un peu mais toutes ces pépites qu'on avait découvertes, et ça fait partie des choses qu'on aime beaucoup à Hockey Manager, c'est de trouver des gars à 1 qui vont marquer des points puis prendre de la valeur. Donc voilà, je vais pas tous les citer, mais en gros, ce qui m'a plu, moi là, c'est les jeunes. Alors, qu'est-ce que toi, pour l'instant moi, je crois que je vais donner qu'un seul nom, si tu m'en veux pas. Non. Calvin Turcauf. Ouais. Meilleur compteur de la ligue à mi-championnat. À égalité avec Sørensen, il est derrière parce qu'il a moins de buts. Il y en a quand même 15. Deuxième meilleur buteur de la ligue avec 15 buts, 16 passes décisives, 31 points. Et c'est le capitaine de Lugano depuis la saison dernière. J'ai l'impression que quand il a été nommé capitaine, ça a été un peu une non-news, on va dire. On s'en est tous un peu dit. Ouais, Turcauf, capitaine. Ouais, ou non-news, ou ça. Cette réaction-là. Turcauf. Et là, cette saison, il est absolument extraordinaire. J'ai l'impression que chaque fois que Lugano marque, il est sur le but ou pas bien loin. Il est physique, il est fiable offensivement, il est fiable défensivement, il joue juste. Il est grand, il a un vrai gabarit, et quand il est sélectionné dans l'équipe de Suisse, c'est aussi un peu celui où on dira ouais, bon, Turcauf, un peu comme Herzog. Des fois, on en parlait avec le collègue du matin, notamment, mais avec Ruben Steiger de Sport Center en marge du match Cloton-Genève, Fabrice Herzog. Lui aussi, quand il est sélectionné, on se dit ouais. Puis après, il est toujours assez bon. Et en équipe de Suisse, Turcauf, en général, me plaît bien. L'année passée, il était blessé très tôt dans le tournoi et c'était dommage. Oui. Et là, il est revenu tellement fort. Et moi, il y a plein d'autres choses, évidemment, mais au bout d'un moment, il faut s'arrêter sur un truc. Et pour moi, c'est lui, parce que c'est l'attaquant suisse qui a explosé cette saison. Faut pas oublier, il a que 26 ans, donc il est en train d'entrer dans son prime, comme on dit, donc ses meilleures années en carrière. Et qu'est-ce que ça va être s'il continue de progresser? Parce que l'année passée, finalement, il a fait que 19 points en 52 matchs. Malgré ça, il a été sélectionné par Patrick Fischer pour le championnat du monde à Riga. Preuve qu'il a des qualités autres que juste marquer des buts. Voilà, et puis ça donne aussi quand même... Alors, on sait que Fischer, Dieu sait qu'on a un épisode final de Riga où on est relativement énervé, mais on peut pas dire que le choix était... il a pris la liste des compteurs, puis il a pris les meilleurs compteurs. Non, il avait vu quelque chose en Calvin Turcauf, ça fait un moment aussi. Hein. C'était entre Saint-Hilaire et Turcauf aussi, je crois, aux Jeux Olympiques en 2022. Ouais. Donc Turcauf avait été sélectionné. Ouais. Voilà. Donc Turcauf, il y a quelque chose, mais là, on a l'impression que c'est l'explosion. Hein. Ouais, il est vraiment très fort. Ça devient le centre numéro 1 de Lugano, en fait. Après, il a aussi Michael Joly et Daniel Carr. Hein. Qui sont les compteurs numéro 3 et 4 du classement... avec Carr 30 points et Joly 24 points. Mais il a rechangé la ligne, il a enlevé Joly, il a mis Granlund. Je pense que Gianni Hazzi voulait relancer aussi, peut-être relancer Granlund, c'est une phrase qui je pensais jamais devoir dire ça une fois, mais on comprend qu'on avait cette ligne avec Ruotsalainen, on se disait que peut-être ça allait... franchement, quand sur le papier, Lugano...
tu te dis que au niveau des étrangers, ces attaquants, Daniel Carr, quand il était arrivé à Lugano, je me rappelle, on en attendait beaucoup. Il a eu ce Covid long qu'il a déréglé pendant un bon moment. Puis là, on a l'impression qu'on retrouve le Daniel Carr, en fait, qu'on avait l'impression, qu'on imaginait, en fait, arriver et dominer la ligue, ou en tout cas être vraiment parmi les meilleurs, de la même manière que Kovar quand il était arrivé, puis qu'il avait fait sa première saison, pas en demi-teinte, mais quand même moins impressionnante que ce qu'on pensait. Puis la deuxième saison, on était là, ah ouais, ok, ça c'est Jan Kovar, d'accord, je comprends. Donc ouais, non, c'est... Et Lugano, d'avoir des étrangers qui sont aussi haut dans le classement et aussi dominants, ça rappelle de jolis souvenirs aux moins jeunes d'entre nous, parmi nos auditeurs, mais des Peltonen, Maneluk, Gardner, quand ils étaient là, qui survolaient la ligue au début des années 2000. Ouais. Il y avait encore Noumelin derrière, alors c'est encore un autre délire. Mais de voir 3 Luganais en haut du classement des compteurs, ça ravive de vieux souvenirs. Si on prend le côté plus négatif, il n'y a pas grand-chose à part ça, comme ça, où je peux dire ça m'a vraiment déplu de manière épidermique, mais je veux pas qu'on en... En tout cas, je vais pas en faire des caisses là-dessus parce qu'on avait déjà parlé dans un épisode, mais c'est vrai que quand on refait le sommaire un peu de ce début de saison, moi, c'est la charge de Dauphin, j'en suis toujours pas revenu. Et après, il y a eu le Kaoun qui touche un arbitre et qui ramasse un match comme ça. Ces décisions-là qui impactent finalement après, qui font un peu benchmark, on va dire, la base de toutes les sanctions qui viennent après. Si on prend ça, comme tu dis toujours, on déteste comparer et on n'aime pas. Mais à cause des sanctions de la Ligue, après on en vient, ou les non-sanctions de la Ligue, on en vient à se dire, ok, alors si la charge de Dauphin c'est ça, à ce moment-là, ça c'est un match. Et ça devient extrêmement agaçant parce que moi j'ai toujours l'impression qu'on protège pas les joueurs, alors que on n'arrête pas de dire que oui, ce sport devient de plus en plus violent, les gars vont de plus en plus vite, tapent de plus en plus fort. Ouais, violent, non, justement. Non, mais l'intensité, la vitesse induit une plus grande violence dans les chocs. Ouais, c'est ça. Mais vraiment la charge de Dauphin... C'est ce que tu voulais dire, j'ai bien compris. Absolument. Mais je me permets de... Mais la charge de Dauphin, est-ce que aussi je suis mal mis parce qu'il y a cette vidéo ou cette image où on voit vraiment la tête de Moy et l'autre qui arrive derrière en lui sautant dessus, qui accentue cette impression d'agression. J'arrive toujours pas à trouver que c'est correct et je trouve vraiment, vraiment dommage. Il n'y a plus trop eu de grosses sanctions ces derniers temps, il me semble. Mais là, on aurait pu faire un statement de la Ligue de dire ça, c'est plus jamais. Et ça veut pas dire que ça ne va pas arriver parce que c'est des êtres humains, puis que le sport, l'intensité, le truc. Mais ça, je trouve vraiment très très dommage et que ça péjore un peu le produit National League, si on doit appeler ça un produit. Moi, je sais pas. J'arrive pas à dire ce qui m'a déplu autre que ça. Après, je peux faire la même chose dire la même chose que toi et enchaîner. Mais on est un peu les Schönwetter journalistes, nous, les journalistes de beau temps. Hein. On n'est pas négatifs, nous. L'absence totale de polémique au Lausanne HC. J'ai vu qu'un de nos auditeurs l'a mentionné comme quelque chose de positif pour lui. Et ben nous, les journalistes, quand il n'y a pas de polémique à quelque part, ça peut être Lausanne, ça peut être ailleurs. Ma foi, il se trouve ces derniers temps, un certain dirigeant tchèque s'est dit que c'était lui qui allait nous abreuver pendant de nombreux mois. Et ben quand il n'y a pas de polémique, on s'ennuie. Mais par contre, ça me fait réfléchir et je le dis volontairement. Il y a Jason Kidd. Ancien grand joueur de NBA, meneur de jeu et actuel coach de Dallas, qui a dit la nuit passée dans une interview, en fait il revenait sur des choses négatives de la saison précédente et il s'est énervé, mais très poliment, mais assez sèchement, il s'est énervé contre les journalistes en disant mais vous avez aussi le droit de dire des trucs positifs sur nous, c'est pas interdit, les gens vont vous lire si vous écrivez des choses qui sont positives, des belles histoires sur mon équipe et pas que ressasser les choses négatives. Et il y a juste eu l'aspect, les gens vont vous lire quand même. Alors oui, peut-être, mais un poil moins, je pense quand même. Et je dis pas ça parce que... La Schadenfreude, tu disais un peu des fois pour certains. Je pense que quand il se passe des choses autres
là c'est un exemple qui est vraiment extrême. Ouais. Mais quand c'était le foin à Lausanne, ou quand c'est maintenant 6 victoires de suite ou 5 victoires de suite, bah désolé, mais un article va être moins lu. Parce que pourtant, on les fait, hein, ces articles. J'ai parlé à Kanyegger, à quel point il était super, etc. Mais si tu regardes les audiences, et c'est pas ça qui doit nous driver. Là, on parle de journalisme plus que de hockey. Non, mais c'est très intéressant. Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui nous drive, sinon j'aurais pas fait cet article sur Kanyegger. Mais tu regardes qu'un article positif sur un club, en l'occurrence, c'est l'exemple qui nous intéresse, puisque c'est le plus extrême, on va dire, dans les pôles. Un article positif sur Kanyegger va faire moins de vues qu'un article négatif sur le Lausanne HC avec Svoboda, les polémiques, les machins. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, qui va lire un article positif sur le Lausanne HC ? Bah, en général, l'épicentre doit quand même se trouver autour du Flon. Ouais. Et alentour, un rayon de quand même une trentaine de kilomètres. Par contre, si ça se passe mal quelque part, ben voilà, je pense que les articles sur Fribourg-Gotteron sont plus lus actuellement que quand tout allait bien et qu'ils avaient 10 victoires de rang. Parce que t'as plus envie peut-être d'aller lire ce qui se passe quand t'es un autre suiveur, on va dire, ou un suiveur plus large. T'as envie de dire, ben Kanyegger est fort. Ouais, ben il est fort, on a vu. Puis, mais c'est intéressant, je trouve, de réfléchir à ce qu'on doit écrire, comment on doit l'écrire, à qui on s'adresse aussi, et à quel point on doit se laisser ou pas guider par ces indicateurs-là. Et l'interview de Jason Kidd dans ce sens, c'était très intéressante. Après, ça dure 1 minute, hein, c'est vraiment hyper court. Mais je trouve intéressant de voir l'aspect, la personne interviewée qui dit aux journalistes comment le traiter et comment traiter l'actu autour de lui. Et je dis ça en rigolant par rapport aux NHC, parce que nous, on a quand même tendance, on préfère quand même, quand on est au match, hein, je dis quand on va parler aux gens après une victoire, après une défaite, c'est quand même toujours plus sympa d'aller aux interviews, c'est plus sympa de parler aux gens. Donc il y a un peu cette ambivalence. Complètement. Quand il y a des histoires à raconter, c'est chouette, mais en même temps, quand on peut faire un boulot où tout va bien, suivre Genève l'année passée, c'était génial. Parce que tout allait bien. Parce que les sujets sont positifs. Puis alors après, il y a la finale, il y a la victoire, etc. Mais t'as une ambiance quand tu vas au match qui est chouette. Venir à Lausanne pendant 2 ans, alors moi, c'était un peu extrême pour une raison qui était suffisamment documentée par nos soins et par le passé. Mais c'est un peu chiant, c'est un peu tendu, et tu vois que tout le monde est un peu réticent à parler aux journalistes au sens large, pas qu'à moi. Hein. Donc, l'absence de polémique, elle est chouette pour faire notre travail, mais c'est vrai qu'après, d'un point de vue purement journalistique, c'est vrai que des fois, quand il y a des choses un peu plus négatives, pas forcément négatives, mais il y a des histoires qui sortent, bah c'est rigolo. Et alors, à contrario, je pense que l'article que vous avez fait, si je prends l'exemple du Lausanne Hockey Club pour l'article de Kevin Pache après son premier blanchissage, son premier match, avec son père qui parle, je pense que ça, les gens, ils l'ont plébiscité aussi. Parce que finalement, alors ça intervenait dans une passe où Lausanne était moins bon. Et puis tout d'un coup, il y avait un espèce de petit rayon de soleil, finalement. Absolument. Et le fait que ce soit un jeune et tout, mais au bout d'un moment, bah voilà, Kevin Pache, tu le prends, s'il refait un deuxième blanchissage, bon bah, l'histoire a déjà été dite une première fois, a été racontée, documentée. On va pas revenir une deuxième fois, puis une troisième, etc. Enfin, ça devient un peu, c'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment, il faut aussi, nous, on doit trouver quelque chose d'autre pour pouvoir, c'est en fait se dire qu'est-ce qui va intéresser le lecteur. Et si ça nous intéresse, nous, déjà, de faire l'article, il y a des bonnes chances que ça intéresse les lecteurs. Absolument. De penser que ce qui va intéresser les gens et que nous, ça nous casse un peu les pieds de faire l'article, je pense que c'est pas la démarche positive. Mais c'est un très bon exemple parce qu'en plus, Kevin Pache, ça vient après une période un tout petit peu difficile au Lausanne HC. Puis là, il y a ce jeune gardien qui vient. On avait beaucoup parlé des gardiens, de Pouneneuf, ce qui est pas bon, etc. Il vient, il y a un peu l'aspect rayon de soleil, tu le dis très justement. Puis j'avais fait l'article avec son papa aussi, qui avait raconté comment il avait vécu le match. Et ça, c'est le genre d'histoires qui sont chouettes à raconter. Et puis c'est vrai, quand tu arrives après à trouver un peu l'équilibre justement entre aller brasser dans les bandes, on va dire ça comme ça, quand il faut, et aussi raconter ces histoires un peu positives, c'est assez chouette. Et en ce sens, Jason Kidd n'a pas tout à fait tort de dire, mais ça va quand même être lu, les belles histoires que vous pouvez trouver et raconter. Mais c'est juste le dire aussi, malheureusement, avant les audiences, on les avait pas en live. On va dire que là, la lecture d'un papier avec le nombre de pages vues, le nombre de temps passé, c'est des chiffres qui sont... Il y a peut-être trop de chiffres, mais on peut pas après dire que c'est pas utile. Et malheureusement, s'il y a un article que tu veux absolument pousser parce que tu es persuadé, puis de voir que les gens, malgré tout, ça marche pas, on peut pas fermer les yeux puis se dire... Par contre, on peut se dire, nous, on pense que journalistiquement, c'est une bonne chose. Ouais, mais on a quand même envie de d'essayer de vous le faire aimer, peut-être.
la réflexion qu'on a, alors là, on parle beaucoup trop de journalisme, mais bon, c'est pas très grave, ça change. La réflexion qu'on a souvent à Blick, c'est qu'on doit faire de l'audience. Parce que finalement, on va pas se mentir, c'est quand même ça qui fait qu'on survit, ou on vit, ou on est payé, ou notre média prolifère, ou bon, pas prolifère, grandit. Mais ça doit pas se faire au détriment de la qualité. Et peut-être que tu vas faire un article qui va vraiment bien marcher, un peu plus léger, mais c'est cet article-là qui va te permettre de pouvoir faire 2-3 autres articles un peu plus pointus, une analyse un peu plus poussée, qui va te permettre de pouvoir aller à Cloton voir un match un mardi soir, plutôt que de faire des articles depuis le bureau. Bah, c'est parce que justement on a fait cet aspect-là d'un côté, et puis c'est cet équilibre qu'on essaye, et je dis pas qu'on y arrive, hein, mais on est tout le temps en train d'essayer de chercher, entre essayer de faire un peu de qualité, de faire des choses qui intéressent les gens, et d'être aussi, parce que c'est quand même la raison, écrire pour être lu. Honnêtement, quand on commence le journalisme, la première petite brochure qu'on nous donne le premier jour du centre, exactement. Quand nous on a fait l'école, toi aussi en même temps que moi, il y a 20 ans bientôt, c'est écrire pour être lu. Puis en fait, c'est ça un peu le but, puis on essaye au mieux. Puis là, on fait un podcast pour être écouté. Après 10 minutes à parler de journalisme, je suis pas sûr qu'on ait encore écouté, mais c'est pas grave, on va passer à autre chose. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe au pari sportif après ces théories journalistiques. On avait dit qu'on avait un peu de temps cette semaine, donc c'était l'occasion de digresser un petit peu. On fait comme on veut quand même, c'est notre émission. Les paris, la semaine passée, on s'était dit qu'on allait se faire avoir par Zurich à Langnau. On s'est fait avoir par Zurich à Langnau. Finalement, on pourrait faire des cotes sur est-ce qu'on va se faire avoir ou non, et puis placer nos propres cotes et parier sur nous-mêmes. Ce serait très intéressant. À part ça, des fois... C'est pas que je t'en veux jamais, hein. Mais quand tu me dis oui, mais la cote, simplement, tu vas pas me sortir une cote à 1,70, j'aurais mis la victoire de Zurich en victoire sèche. Mais ouais, mais c'est pas assez intéressant. Il faut aussi reconnaître que la victoire de Zurich elle est juste pas avec le handicap. Donc, après, si les gens se disent, ok, les deux, ils veulent absolument prendre des cotes plus haute que 1,8, mais si vous satisfaisez d'une cote à 1,6, 1,7, puis que Greg veut pas que vous la preniez, vous avez le droit de prendre ça, y a pas de problème. Que ce soit clair. Ouais, mais bon, ouais, Zug va battre Ajoie à la maison. Ouais, à 1,13. Oui, alors, voilà. Merci Jean-Fred. Non, mais oui. T'as raison, à part ça. Moi, j'ai toujours un peu tendance à dire, moi, je préfère choisir la cote un poil plus risquée ou un poil plus haute. Parce que je me dis, c'est chouette, si t'as une cote à 2,40 ou 2,50 qui passe, ça fait plaisir. Complètement. Mais des fois, les bookmakers, ils placent bien les cotes. Puis ce Zurich à Langnau, ils ont gagné. C'est là où, en fait, on a vu juste de quel côté la pièce allait tomber. Le problème, c'est qu'elle est juste pas tombée assez loin, quoi. Ça me fait penser que d'ailleurs, il y a un auditeur qui nous a envoyé son bulletin de jouer sport. Il avait parié une dizaine de francs avec une cote à 17 qui est passée, puis qui nous a dit « Merci messieurs, j'ai suivi ce que vous aviez dit. » Et puis on n'avait pas dit exactement, il avait suivi nos réflexions. Oui. Et j'ai trouvé ça assez chouette d'avoir le truc. Et félicitations pour ce pari gagné. Moi, je suis chaque fois tellement content que vous gagnez des trucs. C'était parié. En plus, je trouve que 10 francs, c'est parier une somme qu'on a encore. Donc, ça fait juste plaisir de voir tout d'un coup le compte affiché 170. Je trouve ça génial. Mais on s'est fait avoir quand même. Et si c'était à refaire, je rejouerais 100 fois cette cote avec le handicap de Zurich. Pareil. Vendredi, il y a beaucoup de choses qui se passent. On va juste lire les matchs. C'est Ajoie-Lausanne, Bienne Zurich, Davos-Berne, Lugano, Ambrin. On touche pas, on sait. Rapperswil-Fribourg, Servette, Langnau et Zug Cloton. Moi, il y a un match qui m'intéresse énormément, c'est Ajoie-Lausanne. Ouais. Il faut savoir que les codes sont pas encore sortis actuellement sur le site de la Loro, mais tu peux t'attendre à avoir un Lausanne vers les 1,80 par là autour, sans trop de soucis. La question qu'il faut se poser, c'est à quel moment la série qui se prolonge touche à sa fin. Et est-ce que c'est à Porrentruy ou pas? Et Lausanne, dans la forme actuelle, face à Ajoie, qui est pas en grande forme, mais qui a encrassé Zug pendant un bon moment. 55 minutes. Voilà. Je dis pas qu'il faut le jouer, mais c'est un match qui m'intéresse beaucoup et je me réjouis de voir la cote sortir. Je suis complètement d'accord, évidemment. Zurich à Bienne, compliqué. Ça, c'est un match que je vais pas toucher, je dois dire. Non, mais alors, vu comme Bienne, j'aurais plutôt tendance à me dire, tiens, Bienne pourrait, mais est-ce que j'ai assez confiance en
on a un retour finalement de Bienne. On pourra en parler. On a des gens qui nous ont dit plus des plus, justement beaucoup de choses par rapport à Bienne. Donc on le mentionnera après. Et là, tu peux t'attendre peut-être à avoir des buts. Zurich, c'est quand même une machine offensive qui est capable d'aller en planter 5 à Zug. Défensivement, bon, ils ont fait 4. Hein. Là, c'est 4-2 hier soir. Ouais, 4-2, pas 5, pardon. Mais ils vont en mettre 4 à l'extérieur à Zug. Contre Bienne, ils peuvent aussi en mettre 3 ou 4. Over 5,5, c'est aussi une piste qu'on pourra explorer si besoin. Davos Berne, c'est ce genre de match. Tu sais, tu vois l'affiche, tu dis Lugano-Ambridge, je sais pas, toi, t'as peut-être un avis? Non, c'est. On s'attendra à un Lugano à un 85 par là autour. Pas mieux, je pense, donc ça va être un peu bas, à mon avis. Hein. Ouais. Et il y a ce Rapperswil-Fribourg qui m'intéresse aussi. Parce qu'on a dit Fribourg est quand même pas extraordinaire en ce moment. Mais c'est peu dire que Rapperswil non plus. Ils se sont pris 6-1 à la maison mardi soir. Ils sont sous la barre. Maintenant, actuellement, Rapperswil est 13e. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se ramasser les 3 dernières années où ils nous ont embêtés en terminant. C'est exactement ça. Là, ils sont en train de dire bon, on va donner raison à tous ceux qui nous ont mis bas pour une fois. Mais ils sont toujours qualifiés en quart de finale de la Champions League. Donc, bah ouais, on va reparler de. La prochaine fois, je prendrai un micro avec Ruben et moi quand on est au match. Mais tu préfères, quand t'es Rapperswil, gagner la Coupe d'Europe et jouer le barrage contre Ajoie, mais de toute façon te sauver en 5 matchs ou pas? Est-ce que tu lâches pas un peu en championnat parce que tu dis bon, de toute façon, maintenant foutu pour foutu en championnat, on va aller tout foutre en Coupe d'Europe. Ouais, je pense que t'arrives pas. C'est la gestion des énergies. C'est pas à titre individuel le joueur qui doit décider. Je pense. C'est la gestion des énergies en tant que gestion de club. Mais la victoire appelle la victoire quand même. Absolument. Donc, mais Biedloun, quand même, on l'a quand même tellement loué. S'il a gagné la Coupe d'Europe, je peux te dire qu'on va le louer. Hein. Ouais, puis je pense que alors lui, il se fait quand même une jolie pub ailleurs. Hein. Et même s'il termine en 4 matchs contre Ajoie en barrage, mais qu'ils ont gagné la Coupe d'Europe avant. Je crois que ça va, la saison est réussie. Hein. Oui, tout à fait. Maintenant, tu t'imposes quand même d'avoir la trouille pendant un moment, hein, parce que ce barrage, on sait comment ça se passe. Le barrage, on n'y est pas encore, on est d'accord. Hein. Non. Servette Langnau, on pourrait s'attendre à Servette vers les 1,60 par là autour. Il faudra prendre le handicap si on a envie de s'amuser là-dessus. La question, c'est est-ce qu'on a envie? Moi, j'ai envie de dire oui. Parce que Genève joue pas mal, hein. Joue vraiment pas mal. Ouais, puis ils auront le côté champion qui est un peu vexé d'avoir perdu à Cloton bêtement. Ouais, moi ça pourrait être mon pari Genève avec handicap. Ouais. Et le dernier c'est Zug Cloton. Cloton est vraiment pas bon. Mais il gagne. Tu vois, c'est un peu ça. Mais effectivement, à Zug, je pense pas que la cote sera fantastique. Donc 45, 1,40 par là autour. C'est ça. Prendre du handicap à 1,80 et là, moi je toucherai pas non plus, je pense. Mais beaucoup de théories, mais pour l'instant on n'a pas très concret. Le concret, c'est sur nos réseaux sociaux vendredi matin. Exactement. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. 2-3 choses qui sont ressorties dans le petit sondage qu'on a fait, totalement représentatif évidemment, avec plus de 1000 participants choisis, sélectionnés, triés sur le volet. 2-3 choses qui sont ressorties, on a 3-4 thématiques qui sont pas romandes. Sortons un petit peu de notre région. Et moi je te propose qu'on commence par le duel au sommet entre Zug et Zurich qui a eu lieu mardi soir. Ouais. Et c'était, je le dis des fois, j'ai toujours un match sur un deuxième écran pour quand il y a des arrêts de jeu, quand il y a du temps, quand les matchs sont décalés. Des fois, c'est super. Quand tu as 5-7 minutes de retard quelque part, tu peux te voir la fin d'un tiers-temps, voir le début de l'autre, etc. Donc Zurich, c'était un gros match. C'était un beau match. Et Zurich a fait un sacré match. J'ai été impressionné par ce que j'ai vu de Zurich. Après, tu peux dire, est-ce que Zug a été moyen? Peut-être. Mais moi, j'ai trouvé Zurich très fort. Ils m'ont impressionné, alors qu'avant ce match-là, je me disais un petit peu ouais, Zug attention, parce qu'ils ont un powerplay cata, ils ont un box-play pas très bon, et ils gagnent tous leurs matchs sauf contre Lausanne. Ils avaient gagné je crois 7/8, mais Zurich c'est 85% de chance de gagner le match, 88% de chance de gagner ce match contre Zug à l'extérieur à Zug. C'est 5,6 expected goal sur le match selon les statistiques de la Ligue, à 2,4. Le premier tiers, c'est équilibré, 1-0,98. Et derrière, le rouleau. Et ils en ont 3,2 durant le deuxième tiers. Il y avait quasi que Zurich sur la glace. C'était vraiment impressionnant. Et
Au but, c'est solide. Défensivement, c'est très solide. Puis offensivement, maintenant, il y a André Ghetto qui est... Alors, il est là de retour depuis une dizaine de matchs déjà. Mais il manquait encore Freuden et Lamico. Et malgré ça... Ils sont malades, hein, je crois. Ils sont malades, ouais. Il y a un truc, est-ce que... on est en pleine période Covid, n'en déplaise à certains qui se disent non, mais ils ont chopé froid, mais voilà. Il y avait un article, je sais pas si c'était un article de Blick d'ailleurs, c'était cherchez pas si vous êtes malade, c'est le Covid, hein, réfléchissez pas, donc voilà. S'ils ont on sait que ça peut durer un peu, pas forcément Covid long, mais traîner, puis pas être à 100%, voire même ne pas être à 80% quand t'es Zurich. Si t'as un Freuden et l'Amico qui disent écoute, je suis moyen, donc joue pas. Hein. Surtout que ça fait une semaine. Hein. On appelle Joël Henry, on appelle Marlon Graff, on appelle Beschler. Voilà. Et puis, moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est que surtout, des fois, ils ont ces gars des Getsek Alliance. Puis t'as Vincent Rohrer aussi. Ouais, puis ils envoient Barofner à Bienne, ils envoient Kien Sopa à Ajoie, ils envoient Gebe à Davos. Ça va la profondeur qu'il y avait au début de saison. Après, on va pas faire nous les surpris de se dire que oh là là, dis donc, le mouvement junior zurichois et puis la région zurichoise qui attire tant et plus de joueurs, de jeunes joueurs qui, tu vois, ils peuvent même se permettre d'aller les recruter, prendre des Autrichiens. On se souvenait de Marco Rossi, là il y a Vincent Rohrer, donc ouais, c'est une machine. Donc je suis assez surpris surtout que Mark Crawford fasse confiance à ces joueurs-là. Et je me suis posé la question, est-ce que aussi ça fait partie de son cahier des charges? On lui dit écoute Marc, on va pas te dire comment gérer le club, t'as tellement d'expérience. Mais ce serait quand même bien qu'il n'y ait pas que les superstars. On a besoin de ces types derrière de temps en temps pour aller marquer des points. Parce qu'effectivement, Bodenman, il commence à être gentiment, peut-être pas au bout, mais est-ce qu'on met Bodenman ou on met Rohrer? Puis j'ai l'impression que maintenant, la question qui se pose, ça va être la réponse à cette question, ça va être peut-être on va mettre Rohrer en fait. Ouais, oui, qui était avec Derek Grant et André Ghetto sur la première ligne. Enfin, ça, sur une ligne en tout cas. Sur une des deux premières lignes offensives. Avec la deuxième, c'était Balcers Malgin, Baltisberger. Malgin d'ailleurs, tu disais Zurich impressionnant, avec un Malgin qui est. Quelconque, on ose dire. En tout cas, statistiquement parlant, il est quelconque. C'est le hockey manager qui parle, ça me casse les pieds, je le mets souvent capitaine en me disant ce coup-ci c'est bon, hein, et puis non. Donc alors, on est aussi un petit peu comment dire sur les pattes arrière parce que ces derniers temps c'est un peu plus compliqué, mais il a quand même 18 points en 22 matchs. Bien sûr. Donc ouais, il a une période un poil plus difficile, mais rappelle-toi, il y a un mois environ, il était quasi à 2 points par match. Donc il a une phase un peu compliquée, c'est vrai, mais disons, je parierais pas contre Malgin à 0 points sur les 5 prochains matchs, disons. Non. Mais ouais, malgré un Malgin un peu moins bon, on va dire, mais surtout, il leur manquait leurs deux meilleurs compteurs, Lamico 21 points en 19 matchs et puis Freuden 20 points en 22 matchs, et ils vont rétamer Zug à Zug. Et moi, pour moi, ce match-là, c'est un statement, ce qu'a fait Zurich, parce que récemment, justement, et aussi pour ceux qui ont écouté la partie pronostic, on avait parié que Zurich va gagner assez facilement à Langnau vendredi passé. Ça ne s'est pas passé parce qu'ils ont gagné 2-1, mais on avait pris ce pari-là aussi parce que récemment, Zurich n'était pas incroyable. Et il commençait toujours dans le top 3. Ouais, mais ils commençaient un peu à perdre des matchs. Ils avaient été se faire blanchir à Davos. Ils avaient perdu contre Lausanne. Ils avaient perdu contre Cloton. 3 défaites de rang à Zurich. Ils sont pas habitués à ça. Non. Et là, c'est un peu ils ont un peu tapé du poing sur la table. Ils ont gagné contre Ambry. Ils sont allés gagner à Zug. On avait dit il y a 2 épisodes sur les paris long terme, Zurich maintenant est le favori pour gagner le championnat selon le site de la Loro. Moi, j'avais pris avant la saison mon habituel impôt zurichois du mois d'août, où je mets un peu d'argent sur Zurich champion. Cette année, j'aime bien cet impôt-là. J'ai l'impression que pour une fois, les impôts pourraient me revenir en fin d'année, quoi. Mais puis alors, aussi, Zug, on loue le virage, non, pas le virage jeunesse, mais le fait qu'ils intègrent un peu des jeunes. Puis surtout qu'après, tu me diras, les Beschler, les Joël Henry et tout, ils sont plus non plus si jeunes que ça. C'est simplement que, de temps en temps, ils ont une petite promotion pour aller dans le grand club. Et des fois, ils arrivent à sortir quelque chose de cette promotion. Puis après, ils redescendent à un moment au Getsek Alliance. Il y a Billy Riedi qui se rappelle au bon souvenir de l'année passée. Exactement. Parce qu'il a... voilà, mais typiquement, à un moment, il y a des joueurs, ils peuvent pas
il y en a d'autres qui prennent la place, en fait. C'est qu'il y a tellement de... Le re-edit cette année, ça pourrait peut-être être un peu le Vincent Rohrer. Que le joueur qui va marquer ses buts, qu'on n'imaginait peut-être pas être aussi bon, et puis ça se fait au détriment d'autres joueurs qui sont un peu dans une phase... Et ils peuvent se permettre d'avoir un creux parce qu'il y en a un autre qui est au sommet de la vague, en fait. C'est ça qui est assez impressionnant. À Zug, on a mentionné Attilio Biasca lorsqu'on parlait des jeunes. Ça, c'est aussi vraiment très positif. Ils ont Louis Robin. Alors évidemment, ils ne peuvent pas tous les faire jouer. Ils ont les frères Mougli. Exactement. Tim et Léon Mougli. Alors, Léon est un petit peu plus impressionnant que Tim en étant défenseur. Alors, et j'ai l'impression qu'il il le brûle pas. La gestion de ces jeunes aussi, elle est assez bien faite. La promotion d'un Attilio Biasca, elle s'est faite finalement assez naturellement. Et il se trouve que lui, alors évidemment, tu le mets avec Michaelis O'Neill ou un truc comme ça. Oui. Et puis comme ça, ça te permet d'avoir Kovar avec Simeone Marchini et Senteler sur une autre ligne, Herzog. Là aussi, la qualité, la profondeur. À Zug, moi, ça me fracasse, quoi. Puis la question, c'est quoi ? C'était un avant-goût de la finale de mars-avril prochain. Avril, ouais. Honnêtement, on avait vu une finale incroyable en 2022. C'était fou, hein, ce 3-0 qui était venu 4-3 pour Zug, finalement. Honnêtement, l'année passée, j'ai l'impression que c'était une anomalie. Même si Servette est super, même si Bienne était incroyable, je reviens toujours pas à me dire comment on n'a pas eu Zug et Zurich, malgré tout. Parce qu'ils n'ont pas changé des masses, finalement. Hein. Wallmark, on le voit avec Fribourg, il est bon. Donc, il était à Zurich, il était bon. Et j'ai l'impression que là, pas que les planètes reviennent un petit peu dans leur ordre naturel, mais que effectivement, un choc au sommet Zug-Zurich, ça nous surprend pas tellement. En tout cas, ce match-là, pour ceux qui peuvent se le permettre, niveau temps, si votre mercredi soir, vous n'avez pas envie de regarder Bern-Davos pour une raison ou pour une autre, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il fout là ce match-là, mais il y a un Bern-Davos ce mercredi soir, faites vos équipes Hockey Manager si vous avez besoin. Se refaire le Zug-Zurich de mardi soir, c'est pas forcément une mauvaise idée. On a aussi d'autres... d'autres personnes qui nous ont dit, je vais pas citer les noms, mais c'est plus pour les thématiques. J'aime bien Ambry, et puis je trouve qu'ils ont un jeu attractif. J'ai bien aimé la deuxième partie de dire qu'ils ont un jeu plus attractif. Pourquoi ? Parce que en discutant avec certaines personnes du milieu qui connaissent bien aussi Ambry et la façon de jouer de Luca Cereda, c'est que c'était peut-être pas forcément un jeu parce que t'es Ambry puis que tu peux pas te permettre de partir fleur au fusil. On loue Zug et Zurich. Tu loues beaucoup de trucs aujourd'hui, il me semble. on met l'accent sur la qualité de Zug et Zurich offensivement. Forcément que quand t'as le contingent d'Ambry, malgré tout, plus difficile de vouloir jouer comme Genève Servette, on va dire. On sait qu'il y a des bons étrangers. Mais des fois, il faut assurer défensivement, finalement, si tu as envie d'aller peut-être un petit peu plus loin, que tu peux pas te permettre de faire la même chose. Et que cette année, on a l'impression que non seulement Ambry tient la route, mais en offrant en plus un jeu plus agréable. Et je pense que c'est assez juste de la part de cet auditeur de dire que ouais, c'est chouette. Alors, Ambry se prend un vieux retour de manivelle en ce moment. 3 défaites de rang après en avoir gagné 7 de suite. 3 matchs, 15 buts encaissés, 5 de moyenne, 5 chaque soir. Donc c'est pas le bon moment, disons, pour avoir cette discussion-là, on va dire, à très court terme. Mais j'entends par contre la remarque, et je suis d'accord, le début de saison d'Ambry était surprenant. Il y a eu aussi cette victoire, mais... aussi, il faut se replacer peut-être dans le contexte. Au moment de la saison dernière qui a été décevante, il y a eu pas mal de questions autour de Cereda, il y a eu pas mal de questions autour de Duka. Est-ce qu'ils vont rester ? Est-ce qu'ils vont partir ? Est-ce qu'ils sont encore à leur place ? Est-ce que Cereda, ça passe encore avec son équipe ? C'est des choses qu'on entendait en début de saison. Nous, on le thématise assez peu parce que c'est un peu loin quand même pour nous, mais ça s'est thématisé au sud du Tessin quand même beaucoup. Cette question-là. Et au-delà d'être thématisé, ça se discutait en tout cas en coulisses.
Sur la glace, visiblement, ça marche. Maintenant, on arrive au mois de décembre. C'est le mois d'Ambry avec la Spengler, où du coup, on va bouffer du Ambry pendant une semaine en haut à Davos. Et ça va repartir pour 6 mois d'Ambry. Tout va bien aller parce qu'ils auront fait leur mise au vert là-haut. Mais moi, j'aime bien ce début de saison d'Ambry. Je suis totalement d'accord avec les auditeurs qui nous ont parlé de ça. Et je suis assez surpris, je dois avouer, parce que moi je les voyais pas aussi bien. Complètement. Et j'en parlais dans ma newsletter la semaine passée, justement, que j'avais un pari en cours avec quelqu'un qui m'a dit tu verras, il pourrait faire top 6. Alors, malgré les 7 défaites de rang, j'aimais bien les 7 victoires, tu veux dire, de rang, ou les 3 défaites de rang, t'as dit les 7 défaites. 7 victoires de rang, pardon. La semaine passée, j'aimais quand même bien le fait que je voyais toujours pas Ambry terminer top 6. Là, ils sont de nouveau plus dans le top 6, mais ils sont à un jet de pierre, hein, vu qu'il y a un match de moins que Lugano et 3 points de retard. Mais bon. Prochain match, Lugano-Ambry. Lugano-Ambry. Du coup, ça peut vite faire 6 d'écart ou alors le retour. Mais toujours est-il que si Ambry termine dans le play-in et non à une place dans les 4 derniers comme beaucoup, nous, hein, je crois que les deux, on avait Ambry dans les 4 derniers avec Ajoa, Cloten et Langnau, je pense. Moi, j'ai Rappi par là autour. C'est bien possible, ouais. Mais je suis pas sûr. En tout cas, pas où ils sont actuellement. Ouais. On en parlera après de Rapperswil. Oui. Mais oui, le jeu attrayant, c'est vrai, mais surtout, moi, jusqu'à présent, c'était le jeu défensif qui m'impressionnait du côté d'Ambry. Et quand je dis qu'il m'impressionnait, alors récemment, il y a eu ces 3 défaites de suite avec chaque fois 5 buts encaissés. Mais auparavant, c'est 59 buts encaissés en 22 matchs, ce qui est vraiment très bien. Mm-hmm. Et quand tu regardes la défense d'Ambry, les Pezzulo, les Doty, Virtanen, Vutri. Virtanen surtout, je pense que... Très fort, Virtanen. Tim Id, Terraneo. Sur le papier, t'as pas une défense où tu te dis waouh, ça va être incroyable. Après, il y a quoi, les gardiens, parce que la défense c'est une chose, mais t'as quoi, Juvonen et Kans qui sont très bons. Mais c'est un bloc défensif qui est très en place, qui est très bien en place. Et Ambry va toujours être l'équipe qui va travailler plus fort sur l'adversaire chaque soir, j'ai l'impression. Et défensivement, ça peut vite justement faire la différence parce que tu as une équipe qui est besogneuse. Et Pezzulo fait un vrai pas vers l'avant cette saison. Et les 2 tirs sont toujours aussi solides. Très juste. Mais tu dis le côté besogneux, j'ai l'impression qu'il s'est matérialisé par des victoires, en fait, en prolongation. Et puis ils ont été arrachés 2-3 fois la victoire ou bien la prolongation en toute fin de match. Et une fois tu te dis c'est je sais pas si c'est le fruit du hasard, mais voilà, 2 fois, 3 fois, tu commences à te dire ok, je sais pas s'il y a une systématique, mais faut peut-être se dire que ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes dans une situation où ils ont peut-être sorti le gardien, où il faut aller chercher quelque chose, et que j'aime pas le cœur léventin, parce que je trouve que c'est un peu on sait pas trop quoi dire, on dit le cœur léventin, le cœur des Hauts-Valaisans, le cœur machin de certaines parties du pays où ils auraient plus de valeur morale qu'ailleurs. Non, par contre ils ont plus d'intensité. Mais alors l'intensité du Gruyère AOP, excuse-moi. Jeu, tu regardes trop les Pokéalistes. L'intensité qui est mise par Ambry est quand même généralement assez impressionnante, et ça leur permet justement de compenser peut-être un certain manque de talent à certains endroits, quoique offensivement c'est pas si mal, hein. Offensivement il y a quand même disons que Burgler, qui est typiquement le genre de joueur, tu regardes le nombre de buts, tu dis quel est les meilleurs buteurs du championnat de Suisse, puis d'un coup tu vois popper Dario Burgler, puis t'es là, mais ouais, un des joueurs les plus sous-estimés absolument du championnat, de l'histoire en fait, parce qu'il est tout le temps là à marquer ses 30 et quelques points par saison quoi qu'il arrive, et il fait pas de bruit. Mais tu regardes offensivement, maintenant il peut mettre un De Luca sur une première ligne avec Spacek et Eigenberger, ce qui te permet d'avoir sur une troisième ligne Jacob Lilia, Dauphin, Pestoni, puis devant t'as Burgler, AM, Formenton. Donc offensivement ils ont un top 9 très solide. Ils ont encore Zwerger sur leur quatrième ligne. Ils ont pas grand chose à envier aux bonnes équipes de ce championnat, hein. Et en repensant à ça, je me dis, la personne qui parie avec moi, tu verras, Ambry peut surprendre et faire top 6, c'était pas n'importe quoi. Oui. Hein. Alors, à cela près, quand même, qu'il y a Haim et Formenton qui viennent tout d'un coup quasiment en même temps. Et puis là, tu retrouves 2 personnes que tu mets automatiquement dans ton top 6. Ouais. Puis après, Formenton, on peut encore discuter de la pertinence ou de nouveau la question morale. Tout mais a été dit, ouais. Exactement. Mais d'une pure question hockeyistique, ça se discute pas. Donc non, Ambry, des bons étrangers, ça c'est un fait. Ils ont quand même Spacek qui est vraiment
qui est vraiment solide. Virtanen, qu'on a tendance à pas trop regarder, parce que ça fait partie de ces joueurs, des fois, on le voit marquer des points, mais c'est pas des clubs qu'on suit forcément. J'ai un peu l'impression que Nekive, de Davos, petit peu la même chose. On avait Dalbec de Davos, même si Davos, des fois, on les voit un poil plus qu'Ambry. Et j'ai l'impression qu'à l'Alegia, on va plus le regarder parce que Lugano a presque une aura qui date du Il Grande Lugano ou je sais pas quoi, mais c'est la même chose que les défenseurs de Rapperswil où des fois on a tendance à se dire ah ouais, alors Noro c'est pas le cas parce que Noro on l'a connu dans plusieurs équipes puis on le suit parce que c'est Maxime Noro, peu importe où il joue, mais ça fait partie de ces équipes, des fois on regarde un peu moins parce qu'on peut, il y en a 14, on est déjà un peu focalisé sur les romans et sur les 2-3 autres équipes à côté et on peut pas tout suivre, j'ai l'impression que c'est ça. Je parlais de Rapperswil, je te propose que on mentionne un peu Rapperswil. Tu disais, ils sont enfin à leur place presque, d'une certaine manière. Alors, le enfin est malvenu. Je pense que les fans de Rapperswil nous écoutent pas trop, donc je vais pas être brassé vendredi soir du côté de la Sandgaller Cantonal Bank Arena. Pas évident à dire d'une traite sans reprendre sa respiration, mais c'est faisable. Donc le enfin est lié au fait que chaque année on les voit pas très bien, puis chaque année ils finissent top 3 ces derniers temps, puis ils nous cassent un peu les pieds. Là je parlais de retour de manivelle pour Ambry avec ses 3 défaites de rang. Eux, j'ai l'impression qu'ils se prennent 3 ans dans la tronche en ce moment, et ouais, c'est compliqué. Rapperswil est actuellement en barrage contre Ajoie, avec 27 points en 25 matchs, que 53 buts marqués, 2 par match, 71 encaissés, quasi 3 par match. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Je pensais que t'allais dire pénible, tu vois. C'était le mot que j'attendais. Hein. C'est vraiment pénible pour... Aussi, on se posait la question à quel moment il fallait arrêter de prendre Chervenka Hockey Manager. Cette année, il fallait pas le prendre. Même s'il a 14 points en 21 matchs, mais il a que 4 buts. Il pèse moins sur les matchs et les fins de match. Il me semblait qu'avant, il marquait tout le temps des buts en prolongation. Il était tout le temps ultra efficace. Complètement. Les étrangers, ça tourne. Ils ont des blessés. Ils ont Connelly qui est blessé long terme. Ils ont eu Juzé qui est blessé, retour, reblessé. Maintenant, ils ont fait le pari de prendre Ferk qui était au bout du rouleau à Berne. Il commence, mais très doucement. Ouais. Il y a plein de choses qui semblent ne pas fonctionner du côté de Rapperswil cette saison. Honnêtement, je suis quand même presque surpris en fait de voir Rapperswil aussi mal. Je m'attendais à une saison difficile pour eux. Aussi compliquée, honnêtement, je m'y attendais pas. Je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, quand tu disais il y a ça qui joue pas, il y a ça qui joue pas, je me disais il y a quoi qui joue finalement. En gros, il y a quoi qui joue. Il y a Tyler Moy qui a 11 goals. Ouais. Qui est sur son... Il est un peu moins... Parce que il était sur une ligne avec Chervenka aussi, qui lui amenait un petit peu plus de points, on va dire, peut-être des deuxièmes assists, des trucs comme ça. Et puis David Ebicher qui a connu un super début de saison et qui en est à 12 points en 24 matchs. Pour moi, c'est finalement presque les deux seules lumières dans la grisaille saint-galloise, parce que Niklas Janssen, Dieu sait qu'on l'attendait quand même, parce qu'on disait 10 points en 20 matchs, moins... Enfin, alors les plus-minus, hein, mais malgré tout, il a quand même moins 11. Victor Rask, 8 points en 20. Schröder, 8 points en 24. 0 goal. Ok, les étrangers, il n'y a pas que eux. Mais quand t'es Rapperswil, on parlait d'Ambry avant, on disait, on n'a pas fait le nombre de points, on disait juste que Spacek, Formanton, Virtanen et tout, bah là, il y a clairement un gros problème avec les étrangers tu disais Ferk, effectivement 4 matchs, je crois, 0 points. Connolly, même quand il n'était pas blessé, ce qui était exceptionnel, bah voilà. Et pourtant, quand je vois les engagements, début de saison et tout, je me dis non, mais c'est solide quand même. Quand ils vont chercher Ferk, je me dis pas ah, c'est nul. Non, tu te dis, tu le mets dans un contexte qui est peut-être beaucoup plus favorable, qui peut potentiellement leur lancer, peut-être qu'ils le mettent avec Chervenka ou je sais pas quoi. Ça collait pas là, ça peut peut-être coller ailleurs. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a loué le coaching d'Edlund en disant que... Et j'ai l'impression que... Alors, je sais pas, hein, mais Yannick Steinman a l'air d'être assez patient. Oui. Parce que dans d'autres clubs, la passe de Rapperswil comme ça, elle pourrait être synonyme de gros soucis pour le coach.
on n'a pas l'impression que c'est forcément un problème de coaching. Est-ce que c'est peut-être aussi, effectivement, les étrangers, ça marche pas pour l'instant? Alors, il y a clairement de ça c'est sûr. Noro aussi, il est assez âgé, hein, finalement. Ils sont pas tout jeunes. Donc, Noro aussi a eu pas mal de blessures, je ne l'ai pas mentionné avant. Et il y a les joueurs suisses aussi, on a aussi tendance à parler que des étrangers, j'ai l'impression, mais un Gianmarco Vetter qu'on attendait très fort. Avant la saison, il jouait plus de powerplay que quiconque en Champions League et en préparation. D'ailleurs, j'allais dans mon équipe hockey manager le jour 1, pas par hasard. Il a vite fait ses bagages, mais 25 matchs, 4 points. Problématique. Wardou qui est rookie l'année il y a 2 saisons, 25 matchs, 4 points, 2 buts, 2 passes. Ouais, mais il est remplacé par dans mon idée, il est remplacé par Ebichère. Puis on disait un peu entre Baragano, Wardou et Ebichère, tu pourras pas avoir les 3 qui finalement performent. Mais je suis d'accord avec toi sur le. La mer est un peu décevant. Sandro Forer, il me semble que lui aussi, on attend une progression de sa part. L'année passée, il fait 19 points. L'année d'avant, il fait 19 points. Là, il part sur du 11 points. C'est plein de joueurs qui... Albrecht, Yannick Lennart-Albrecht bien aussi. Sûr, c'est plein de joueurs qui ont... Est-ce qu'ils ont surperformé? J'en sais rien. Mais ils ont performé, en tout cas, à un certain moment. Et... là, ils rentrent tous dans le rang en même temps, j'ai l'impression. Et c'est aussi pour ça que, au bout d'un moment, ça a pas l'air d'aller bien à tous les niveaux pour Rapperswil. Je te propose aussi que, juste avant qu'on fasse une pause et qu'on parle peut-être plus des romans, il y a des joueurs en roman qui sont en Suisse alémanique. C'est drôle, là, on a parlé de Wardou, Baragano et Bichère. Un qui est impressionnant et qui dans le genre, ça m'a plu, breaking news, mais Axel Simic, ce qu'il est en train de faire à Cloton, en étant top scorer, chapeau, parce que à la base, j'aurais pas... Si tu m'avais dit lequel... on avait fait un épisode, j'avais beaucoup aimé, qu'est-ce qui est le plus probable? Puis si tu m'avais dit qu'est-ce qui est le plus probable, que Axel Simic soit top scorer de Cloton ou que Valentin Nussbaumer soit top scorer de Davos, je pense que j'aurais dit Valentin Nussbaumer top scorer de Davos, et tu m'aurais même pas posé la question sous cette forme-là. Ou je t'aurais dit à un moment les deux. Oui, alors. Parce qu'il y a pas longtemps, je pense, est-ce qu'ils ont été simultanément les deux top scorers? Je suis pas sûr. Je crois. Mais peut-être, parce que Valentin Nussbaumer, c'était il y a pas si longtemps. Ouais. Simic, 26 matchs, 16 points, 9 buts, 7 passes décisives. Le deuxième meilleur compteur du club, c'est Dominique Diam avec 14 points. Et après, il y a Altonen avec 13, Eng avec 12. Et Simic, il sort d'un week-end où il a été en feu, avec 3 points contre Fribourg et 2 points contre Davos. 2 buts, 3 passes décisives, 5 points, ce qui lui a valu une mention dans l'équipe type des Puckalistes lundi soir. Ouais, la projection, c'est quand même 18 buts, 32 points. Ouais. Son record en carrière, il l'a déjà battu, du coup, ce week-end. Exactement. Son record, c'était à Davos, quand il fait 15 points, 9 goals en 43 matchs. Donc, mais à part ça, ça fait plaisir. Il y a un côté aussi qui est assez drôle, c'est de se dire 1999, donc 24 ans, c'est pas un tout jeune, ça fait quand même un moment qu'il est là, mais il a mis du temps pour arriver à maturité. Ce qu'on savait de lui à l'époque, c'était le gros shoot. C'était ça, c'est un truc, presque tu dis, il l'a. Tu peux pas l'apprendre, en fait. Il a un pétard. Il a un tir absolument impressionnant. Il est capable d'envoyer des bombes, style un peu, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Marcini, Fazzini, de ce style-là. Peut-être presque encore plus... il a vraiment un... Je trouve plus sec. Ouais. Mais ce côté tir de droitier aussi, capable de l'envoyer avec beaucoup de précision et beaucoup de force. Et beaucoup de confiance. D'ailleurs, j'ai parlé avec lui après le match contre Genève. Je vous propose d'écouter quelques propos d'Axel Simic sur justement la confiance qu'il anime récemment. On sent pleine confiance. Ce soir, je sais pas, j'ai vu 2-3 le puck, il est à peine sur la palette, il est déjà parti. J'ai l'impression que tu réfléchis assez peu. Ok, ouais, c'est bien possible. Tu te sens aussi comme ça sur la glace? Ouais, quand même, je joue avec l'instinct et puis comme tu dis, je réfléchis pas trop. Quand j'ai des shoots, je prends mes shoots et puis ouais, j'essaie de prendre l'information avant que j'ai le puck et puis pour l'instant ça marche bien.
Ouais, ce soir, je me suis senti un peu moins bien que par rapport aux autres matchs, mais ouais, clairement, je suis plus en confiance que les autres années. Ouais. T'as fait quelque chose de particulier pour cette saison ou t'as vraiment vécu une préparation normale? Préparation normale, disons que c'est comme si j'avais bien commencé les matchs de prépa, eu un bon premier match, et puis depuis là, je me sentais bien, quoi. Aussi aux entraînements, je sens que je suis un peu plus rapide, je sais pas. C'est la confiance, quoi. Ouais. Dans la tête, tout d'un coup, tu dis ok, je vais le battre, et puis en fait tu le bats. Et puis faut que je la garde absolument, et puis voilà, continue. Comment on garde la confiance justement? Tu sais, comment ce soir justement tu marques pas ou ça influe sur le match d'après, ou justement t'as engrangé suffisamment de positif que ça va pas t'impacter? Non, je pense à un match comme ça, j'ai déjà eu des 5-6 matchs dans la suite sans rien faire, disons. Mais je sais que j'ai mes occasions, j'ai mon breakaway, là, je tire à côté. Mais non, je sais que si je me sens un peu moins confiant, je dois jouer simple, shooter le puck, ça va toujours être dangereux. Et puis voilà, quoi. Continuer, et puis j'espère que ça va continuer sur 52 matchs, et puis si on arrive encore à engranger des points, les pré-playoffs, tout d'un coup, on y croit encore. Puis ta vie ici, ça se passe comment? Très bien, ouais. Non, je suis content. Je me sens bien dans le vestiaire à Cloton. On est c'est tous des bons gars. Je suis un peu le seul roman maintenant, donc je suis obligé de parler suisse-allemand à tout le monde, et c'est super. Et puis je me sens super bien, et puis voilà, quoi. Là du coup tu as prolongé de 2 ans, c'est juste, t'habites tout près d'ici, tu t'es installé là ou bien comment? Ouais, bien sûr, j'habite à Valaiselon, juste derrière la forêt. Ouais. Et voilà, bien sûr, là je vais déménager parce que j'étais en coloc jusqu'à maintenant, et là je vais prendre un appart tout seul. Ouais. Pour ces 2 prochaines saisons, et puis clairement je me sens bien, la ville, Zurich, c'est incroyable. Ouais. On fait souvent des trucs avec les boys, si on n'a pas de match les mardis, les lundis on se fait un petit truc. Franchement j'adore, je connais bien la ville, j'avais déjà joué 2 ans ici, donc non, je me sens super bien. Ouais. Tu retournes un peu en gruyère quand même de temps en temps? Ouais, j'ai eu pas mal la question, mais pour l'instant voilà, je suis 2 ans ici. Le GM il m'a dit qu'il savait qu'il voulait peut-être pas faire un trop long contrat, parce que sinon peut-être j'aurais envie de retourner, mais pour l'instant ma tête n'est pas là-bas. Je suis content, je retourne quelques fois en VR chez mes parents, chercher le fromage. C'est à Gumfrance? Oui, à Gumfrance, ouais. Chercher le fromage à la fromagerie de Gumfrance, et puis je reviens là. Voilà, donc les quelques propos d'Axel Simic que j'ai récoltés mardi soir lors de mon déplacement du côté de Cloton. Simic qui a prolongé de 2 saisons récemment à Cloton. Je pense que c'est un choix de carrière qui est très intelligent, parce que comme tu disais il n'y a pas longtemps, il a que 24 ans, il aura 25 ans en janvier, et il est toujours en train de se développer. Ouais. Il explose, je sais pas s'il explose, j'allais dire il explose tardivement. On parle quand même d'un joueur qui a déjà une saison à 15 points il y a 2 saisons. 15 points, c'est pas anodin dans la ligue. C'est déjà une belle saison. Quand tu mets 9 buts en National League, tout le monde le fait pas, hein. Donc dire qu'il explose, non, il continue sa progression, et peut-être de rester 2 ans de plus à Cloton, c'est pas une mauvaise chose, parce que du coup il s'établira peut-être, s'il continue à se développer comme ça, à avoir des responsabilités, à jouer de belles minutes de jeu, à jouer du powerplay, avoir un vrai rôle. Ça va l'aider à franchir peut-être encore un palier, puis peut-être après à 27 ans de dire ben voilà, maintenant je suis à 27 ans, je peux signer un contrat de 3 ou 4 ans dans un club un peu plus huppé. On revient avec, on va dire, les choses j'aime pas sur les romans, et on n'a pas lu pour l'instant vos remarques, parce que des fois c'était vraiment justement des remarques, et c'est assez chouette. Donc il y a Fabio Fusaro quand même, on va dire. Je me réjouis de vous écouter demain en vrac, étant fan biennois. Avant le match d'Ambry, j'ai pas aimé le line-up de Bienne. Après le match, j'ai aimé ce même line-up avec un smiley qui se marre. Plus généralement, je sais pas trop quoi penser de ce brassage insensé de lignes Tanner, Reichley en défense. Il dit j'aime bien la reprise du CP Berne depuis le temps, la nomination de Gertsen Huijsen comme directeur sportif de Fribourg, méritée. Il aime pas l'incohérence du juge unique. Il dit j'aime et j'aime pas le mercato en cours de saison. Donc je pense que quand ça te plaît, que tu sais que t'as signé un futur joueur, t'aimes bien. Quand il y en a un qui part, t'aimes moins. Qui sera le prochain? C'est ce qu'il avait dit lui?
Pardon? Il a écrit ça. Il dit j'aime et j'aime pas le mercato en courte saison. Mais toi, tu commentes après, on est d'accord. Exactement, c'est moi qui commente. Ça donne l'impression que c'était sa phrase. Non. Qui sera le prochain à partir de Bienne? Renouvellement de Tony Rayala, Salinen, Setteri. J'aime la jolie histoire de Pache à Lausanne, mais la suite, voilà, j'arrête là. Merci beaucoup déjà. Et ça permet de commencer avec Bienne qui... Matikainen, on a aussi eu des gens qui ont dit... Tu l'avais pas thématisé, mais tu l'avais abordé. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle de Matikainen en disant que la succession de Tormanen était difficile et que, par contre, ce que moi, alors je sais pas si j'aime pas, c'est plutôt que je comprends pas trop le fait de mettre, et là aussi on avait discuté, hein, de mettre des fois des défenseurs et surtout des fois au centre. À la rigueur, Radge Balel, je peux comprendre. Mais quand il y avait Grossman en centre, là, j'étais un peu plus perplexe. Le fait d'avoir récupéré Kunti, le fait d'avoir récupéré Haas. Ça aide un peu quand même. Hein. Quand même, au-delà d'aider, c'est là que tu vois, que tu te dis, ouais, c'est difficile de se passer quand même de ce genre de joueur. Gagner les engagements, avoir une certaine idée de comment conduire une ligne. Et puis on avait tendance à dire que l'infirmerie c'était un hôpital, puis qu'il fallait quand même avoir une certaine forme d'indulgence, même s'il y avait des choses à redire, hein, du côté de Bienne. Sur les 5-6 derniers matchs, Bienne c'est quasi la meilleure équipe statistiquement en termes de Corsi. C'est une équipe qui va mieux visiblement. Intéressant. Donc maintenant je vais faire une comparaison. Désolé, c'est le basket, c'est ce qui m'intéresse aussi des fois. L'équipe que je suis, le coach est critiqué après chaque défaite et chaque fois que ça se passe bien, c'est les joueurs. Et en fait, je dis ça parce que j'y pense aussi maintenant. C'est facile aussi de notre côté. Hein, je nous mets pas au-dessus de la mêlée de se dire Bienne commence un peu à gagner, mais bon. Kunti, quand même, là. Après ils perdent des matchs, ouais, mais Matikainen, et c'est vrai qu'on doit, nous aussi, vraiment c'est une réflexion à haute voix, se dire quelle est c'est le fou la poule, quoi. Est-ce que c'est le coach qui fait son équipe, c'est l'équipe qui permet à son coach d'être meilleur? Le coach pourra jamais mettre, enfin, il y a un plafond à chaque équipe et le coach, il y a un plafond au-delà duquel une équipe pourra jamais aller. On pourra pas dire à Joa le plafond, il est pas champion de Suisse, pas jeune, pourra pas être champion de Suisse cette saison. Il y a un plafond. Et le but du coach, c'est de rapprocher une équipe le plus proche de son plafond. Ouais. Est-ce qu'actuellement, c'est en train d'arriver, justement? Est-ce que c'est à porter au crédit de Matikainen? Ou est-ce que c'est juste que les joueurs sont un peu plus en santé? Et donc, ce qui veut dire que quand ils perdaient, c'était pas que sa faute. Mais enfin, voilà. C'est des réflexions, j'ai pas de réponse. C'est juste des choses à avoir en tête, de se dire, je pense qu'il fait un peu plus facilement son travail maintenant, mais aussi, on avait aussi dit qu'il fallait lui laisser du temps pour mettre en place son système, ou du moins essayer de le faire, parce qu'on rappelle que c'est pas évident d'arriver après Tormanen. Il y a tout ça, on l'a beaucoup thématisé, ouais. Mais actuellement ça a l'air d'aller un peu mieux, donc ça c'est une bonne chose. Moi, dans les choses qui m'ont pas plu, justement, c'est certaines interviews de lui où il tape un peu du poing sur la table en disant si vous êtes pas content, ceux qui sont pas contents, ils peuvent dégager, allez-y, voilà, c'est moi qui décide. Et cet aspect un peu militaire, son arrivée, je dois avouer, m'a un peu déplu. Est-ce qu'on a, d'une certaine manière, déjà entendu des autres coachs de National League le faire comme ça? Si ça vous plaît pas, vous avez qu'à dégager. J'ai l'impression que cette façon de faire, elle est un peu old school, non? Tu dirais? Ouais, je suis d'accord. J'essaie rapidement de me dire... Alors, Dubé, de temps en temps, peut avoir un peu... mais pas, c'est pas tout à fait comme ça. Non. C'est qu'il a plutôt tendance à dire, écoutez, il lui dira, c'est pas moi qui suis sur la glace, je peux pas marquer les goals, ok? Mais Cadieux va pas être trop comme ça, Ward va pas être trop comme ça, donc j'ai pas cette impression-là, même de coach établi, finalement. Non, je suis assez d'accord. Donc, moi, il y a un peu cet aspect-là, on va pas faire trop long sur tous les clubs, parce qu'on a déjà un épisode qui est longuet. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, du côté de Bienne? Moi, je sais. Enfin, je sais. J'ai une petite... quelque chose m'a bien plu à Bienne. Ce qui m'a bien plu à Bienne, c'est vrai qu'en réfléchissant comme ça... j'essaye de me dire, est-ce qu'il y a un jeune que j'ai vu arriver, mais non. Il y a pas... Alors, c'est difficile. Comme ça qui me vient à l'esprit, j'ai pas grand-chose qui m'a plu, en fait. Peut-être
peut-être la régularité d'un Salinen par rapport à l'irrégularité d'un Olofsson qui, là, sur le dernier match, a l'air de... C'est drôle parce que, je sais pas, on peut pas parler de l'effet Colfax comme en hommage à l'effet Pucaliste. Des fois, quand on dit qu'il y a des joueurs qu'on sent un peu en dedans, et puis évidemment, ils nous donnent tort la semaine d'après. Ouais, peut-être Salinen, qui est un peu qui surnage du côté biennois. Ouais, moi j'aime bien Harry Satteri et Ron Moppelberg, mais surtout Satteri. On en parle assez peu parce que Bien perd des matchs, donc tu mets difficilement en avant le gardien quand il perd des matchs. Mais je trouve qu'il refait une belle saison. Il a 2,13 buts encaissés par match, 92% d'arrêt, 92,1% d'arrêt pour être exact. C'est vraiment bien. Et je trouve que Satteri passe un peu sous le radar. L'année passée, on l'a beaucoup mis en avant parce que Bien gagnait ses matchs. Au moment, le gardien, il a aussi un plafond comme l'entraîneur au-delà duquel il ne peut pas aller. Si l'équipe marque 0 but, en fait, le gardien, il peut être miraculeux. À la fin, l'équipe va probablement perdre. Donc, c'est difficile pour lui, mais malgré ça, je trouve qu'il fait une bien belle saison. Si on prend... à part ça, juste pour dire, il y a eu des... choses que les gens ont aimé et pas aimé. On a eu les gens qui n'ont pas trop aimé le fait que le marché des transferts soit toujours ouvert, mais tout en disant aussi ouais, c'est un peu comme ça. Le mercato, on sait qu'au mois de novembre, on aura l'annonce. Puis effectivement, surtout si on reprend du côté de Bienne, on a la saignée et puis on se dit... Puis tu dois tirer encore la fin de saison, puis tu regardes, tu dis, il y a qui vient ? On a des joueurs qui arrivent ? Ah non, toujours pas. Donc ça, je peux comprendre que c'est frustrant, mais voilà. Et par contre, un truc intéressant, c'est le niveau global du championnat en disant, ça, j'aime beaucoup. Et il y a des gens qui nous disaient, j'écoute tout le podcast, finalement, j'ai appris à apprécier, en étant fan de Fribourg, j'ai apprécié... tout ce qui se passe ailleurs, finalement. Cette personne dont on taira le nom parce qu'on n'a pas envie qu'il ait des représailles ou qu'il se fasse pourchasser a même dit « Je suis fan de Fribourg, mais c'est quoi ? J'ai eu du plaisir avec le titre de Genève. » De Genève, ouais. Donc, cet auditeur, on a été sympa, on n'a pas donné ton nom, mais fais gaffe, faut pas le dire trop fort, ça, quand même. C'était un message privé, je pense, tu vois. Je rigole, évidemment, mais ça nous fait vraiment très plaisir parce que, justement, c'est aussi un des buts de ce podcast, c'est de parler de tout le monde. Et nous, on aime bien quand les gens nous disent ouais, moi j'écoute tout parce que ça m'intéresse, moi en tant que fan de X ou Y, de savoir ce qui se passe ailleurs. On sait que vous écoutez quand Lausanne perd, vous écoutez plus facilement Lausanne quand vous êtes Genevois et vice versa, on n'est pas dupes. Mais quand ça va bien, de dire voilà, moi je me suis pris de passion pour cette finale Genève-Bienne en tant que fan de telle autre équipe, mais j'aimais bien parce que si, parce que ça, vous avez des intervenants. Je trouve chouette en fait, et ça, pour nous, je trouve qu'on remplit notre mission. Finalement, on n'a aucune mission, on nous l'a pas donné cette mission. On s'est auto-stipulé pour depuis il y a quoi, 6 ans maintenant, ouais 5 ans. Et donc ça nous fait très plaisir. Donc merci beaucoup. Et effectivement, pour rebondir, la qualité globale du championnat, elle est assez belle à voir, et l'aspect tout le monde bat tout le monde, on en parlait en préparant l'épisode. Oui, c'est un peu une phrase toute faite, mais est-ce que plus que jamais en fait c'est le cas aujourd'hui ? Moi je trouve tout le monde peut vraiment battre tout le monde. Même si Ajoie ces derniers temps a perdu, mais quand tu peux tenir quand même, regarder dans les yeux Zug jusqu'à la 55e finalement, même si au final tu perds, et puis oui, un match dure 60 minutes, blablabla, je pense qu'on a quand même franchi un palier, et que si une équipe arrive quelque part en n'étant pas humble, elle va ramasser. Et Ajoie, je me disais, qu'est-ce que j'aime pas. Qu'est-ce que j'aime à Ajoie ? J'avais bien aimé le début de saison de J en colère, ça me frustre un petit peu. J'ai bien aimé l'engagement de Kien Sopa. Je pense que c'est un peu le... Parce qu'au début de saison, on disait c'est un peu dommage qu'ils aient pas eu, par exemple, les 3 jeunes Luganais, qu'il n'y en ait pas eu un, par exemple, parce que la connexion, on va dire, Lugano-Ajoie avec Julien Vauclair, elle est assez facile à faire. Puis se dire, tiens, j'arrive à en prendre un des 3. Et d'aller chercher un super joueur de Swiss League, un gars qui cartonne, qui est encore jeune. Il y avait l'interview que tu as fait avec lui où il dit c'était Christian Volven, je le connaissais des juniors, donc je savais où je mettais les pieds.
Et j'espère que ça va être. Je suis sûr que ça va être bénéfique. Ça peut faire appel d'air, ouais. Ouais. Et en lui, il me le dit vraiment. Il dit, moi, je pense pas que c'est un pari que j'ai pris là. Moi, je joue en Swiss League, je vais en National League. C'est pas un pari. Et j'aime bien cette mentalité-là. Il me dire, bah ouais, je suis allé à Porrentruy, il est Saint-Gallois, mais il est quasi devenu naturalisé zurichois depuis toutes les années où il a joué à Zurich et dans l'organisation des Celeste Lions. Bah, ça demande quand même un peu de courage, je pense, quand tu es un jeune alémanique, de dire je vais à Porrentruy, je connais rien là-bas, je connais personne, je parle pas le français ou si peu. Il est déjà allé à Chaux-de-Fonds, on se rappelle, à l'époque où Paterlini était coach de Chaux-de-Fonds. C'est là que tu vois que l'entraîneur, c'est pas juste le gars qui met les joueurs sur la glace, il peut apporter quelque chose juste par sa présence, faire venir des gens pour lui. S'il allait à Chaux-de-Fonds, c'est aussi, je pense que Paterni était là. Il me dit pour Wolven, comme tu l'as dit avant. Donc oui, ça c'est une bonne chose pour Ajoie. Je suis tellement d'accord avec toi. Ça fait plaisir de voir que cet engagement est en train de porter ses fruits parce qu'il lui donne des responsabilités. Il va pas mettre 2 points par match toute la saison. Il a fait des bons débuts. Mais de voir que ça marche, qu'il y a des responsabilités, que ça va peut-être donner envie à d'autres joueurs de se dire ce qu'il a fait Kian là, du coup il est revenu à Zurich peut-être pour la saison prochaine parce qu'il est prêté jusqu'en fin de saison et peut-être que sa carrière peut décoller grâce à ça. Ça ne peut faire que du bien au HCA. Ouais, on a vu avec Simic par exemple, j'imagine un peu peut-être d'avoir un peu plus de temps pour progresser, pour se développer, d'avoir peut-être un club où il y a un peu moins de pression. C'est clair qu'à Zurich, il y a qu'à voir. Si c'est pas toi, Sopa, ce sera Rorer en fait. Donc soit t'es bon, soit tu outperformes le joueur, même les ailiers qui sont, oublie. Et j'ai un peu l'impression que là au moins à Ajoie il y a un poil moins de pression parce que des étrangers et voilà. Donc ça c'est une bonne chose. Dans les choses que moi j'ai pas aimé du côté d'Ajoie, mais on en a beaucoup parlé, mais c'est Wolven qui fait la bouche en cœur en arrivant saison. Moi je suis pas celui qui jette que des gourdes. Alors déjà il a acheté un gant ce week-end sur la glace. Quand il traîne 2 minutes, c'est parce qu'il a acheté un gant sur la glace. J'ai pas vu la vidéo et je trouve ça très dommage qu'elle n'existe pas. Et il y a eu l'histoire dont on a abondamment parlé avec Dubé. Ça vaut pas la peine de revenir, mais si on fait un petit épisode, un micro-bilan, ça m'a un peu agacé. Alors il le dit lui-même, oui, mais il n'y a pas que moi, il y avait la caméra qui était braquée sur moi. Probablement, c'est jamais tout blanc, tout noir, on est bien d'accord. Mais tu l'avais dit à l'époque, c'est long. C'est trop long, c'est trop long. C'est juste... Je pense qu'elle se serait pas braquée sur lui si ça avait duré 10 secondes. Mais c'est ça. Si tu fais le pitre pendant 1 minute 30, forcément, au bout d'un moment, la caméra, elle va se tourner vers toi, puis le réalisateur, il va se dire il me semble qu'il se passe un truc là-bas. Dis voir, tourne voir vers machin. Puis si en face, si les gens ils rigolent en le regardant faire le pitre, voilà. Donc ça, c'était. Bref, on en a beaucoup parlé, mais je trouve que. Surtout qu'il a pas besoin de ça. Bref. Ouais. On en a assez parlé. Mais moi, ce que j'aime moins à Ajoie, c'est Phil Michael De Vos. Il y avait le fait qu'il ait été mi-capitaine. On ne comprenait pas tellement forcément ce choix-là. Même si c'était une figure emblématique du club jurassien. Je sais pas, j'aurais pas forcément mis, parce que c'est pas forcément toujours les joueurs les plus importants qui doivent être capitaines. C'est plutôt ceux en qui on peut... qui vont être surtout peut-être plus sur la glace. C'est pas dit qu'avec 6 étrangers... des fois 7, 8, tu sois sur la glace. Il a été mis en tribune. De Vos, là, cette saison, je sais pas si c'est la saison de trop, mais en tout cas, c'est une saison très compliquée. Et, ça me plaît pas tellement, quoi, à Porrentruy. Il y a une question qu'on vient de recevoir. On avait dit jusqu'à 10h, Mathias. Mais bon, ça va quand même. On peut la choper par les poils. Ça concerne Fribourg-Gotteron. Du coup, je te propose qu'on enchaîne. Il dit petit constat, j'aimerais votre avis. Dans tous les podcasts et émissions hockeyistiques que j'écoute, la défense de Fribourg est souvent mise en avant malgré que ce soit bientôt la seule équipe qui n'ait jamais été blanchie sauf erreur cette saison. La mauvaise passe actuelle ne serait-elle pas due au jeu de transition ? Je trouve qu'il n'y a plus d'idées depuis trop longtemps en zone neutre et peu de vitesse en entrée de zone. Le jeu de Dubé était souvent de garder le puck le plus possible et maintenant on s'en débarrasse en le mettant au fond sans vraiment aller piocher derrière. Et après, il y a encore une autre question sur Julien Spongar, mais c'est 2 premiers points. La défense mise en avant et le jeu de transition. La transition, la semaine passée, je crois, on parlait de ça justement que les entrées de zone, Fribourg était une des pires équipes de la Ligue à ce niveau-là et que c'était un vrai problème.
Possession en zone offensive aussi, Fribourg a des joueurs qui sont capables de garder le puck en zone offensive. Je pense à Di Domenico, il peut faire 2 shifts et demi en zone offensive avec le puck et puis Berchi tourner. aussi. Berchi, c'est un joueur qui aime avoir le puck sur la palette. Et effectivement, on l'a pas verbalisé et je pense que la remarque est très juste, que Gauthieron se débarrasse plus du puck et n'arrive plus à le récupérer. Et c'est aussi une question d'effort. On parlait d'effort pour Ambry et d'intensité. Ça demande de l'énergie. Et là, je dis pas à titre individuel, mais en tant qu'équipe, c'est un jeu qui demande beaucoup d'énergie, d'aller justement piocher, d'aller gratter, checker, gagner ses deuxièmes pucks. Et ça peut aussi expliquer pourquoi, à certains moments, tu as peut-être des passes un peu plus difficiles, comme ils sont en train de le vivre actuellement. Ouais. Et à Fribourg, ce qu'on aime, je pense, en tout cas, ce qui me plaît, j'ai regardé les stats, ça ne veut rien dire. C'est Sorensen, juste parce que je trouve qu'il mérite qu'on en parle. T'as vu son pourcentage de réussite au tir? Bon, on en parlait la semaine passée, il a plus de 32%, c'est ça? 33, ouais, donc 33%. un tir sur 3. Puis je regardais juste pour me dire, tiens, qui c'est qui tire le plus? C'est Suomela, puis 122 tirs, puis Rayal à 100. Déjà, c'est complètement fou. Puis Suomela, il est à 7%. Je me disais, s'il doublait simplement, il passait à 14%, ce qui sera à peu près la moyenne des bons attaquants. Hein. Il a 9 buts, il sera à 18. Puis. Ouais, mais justement. Oui, je sais que c'est pas une règle de 3. Tu peux pas avoir 40 tirs de plus que le deuxième de la ligue, qui est Rayala, qui a déjà un arroseur automatique, mais on va avoir 40 de plus, donc 2 par match, et avoir que des tirs de qualité. Ouais. Suomela, on l'a dit aussi quand il avait une passe difficile où il finissait des matchs à 10 buts, à 10 shoots, et puis il tentait des air hooks depuis derrière le but. Il tirait dans absolument toutes les positions. Après, c'est ce qu'il fait, c'est un buteur. Donc, je suis pas choqué par cet aspect-là. Mais par contre, je pense que Sorensen, et j'ai une interview qui va venir en fin de semaine de lui, il dit, moi, je suis pas un bon shoot. Hein. Il dit, j'ai pas un bon shoot. Moi, je suis un passeur. Moi, j'aime bien faire marquer les autres. 19 goals. 19 goals, ça en veut fait, rien dire. pourquoi je prenais Suomela aussi? Parce que je pensais à Suomela en Suède, qui a une saison qui est hors norme. Oui. Et je me demande si finalement Sorensen ne va pas avoir cette saison hors norme en Suisse, où il va finir avec... Parce que plus de 30 buts, faut se lever. Hein. C'est un des derniers gros buteurs, c'était Fredrik Pettersson. À Zurich, je pense. Voilà, exactement, en 14-15. Puis avant ça, c'est Michel Riesen en 2006, si je dis pas de bêtises, ou de 6 ou 7. 37 goals, puis il y avait un poil moins de matchs. Ouais. Mais donc c'est genre 37 en 44, ce qui est de la folie furieuse. Là, Sorensen, le rythme est... Mais des fois, on a l'impression que... Bon, il faut... Quelle est la dernière canne qui a touché ce puck? Bon, c'est Sorensen. Ouais, puis moi, oui, il m'impressionne, c'est sa facilité. Ça a l'air trop simple, le hockey pour lui. T'as l'impression qu'il fait ses trucs, c'est Christian Dubé, j'en parlais avec lui après le match contre Rapperswil parce qu'il a nous marqué des buts, dont un où il va seul face au gardien. Puis t'as l'impression qu'en fait, en 1 contre 1, c'est Sorensen qui a l'avantage sur le gardien. Alors qu'habituellement, c'est plutôt 65-35 ou 70-30. T'as l'impression que lui, c'est 30-70. T'as l'impression qu'il va marquer. Puis si le gardien fait un exploit, ben, il va l'arrêter. J'exagère évidemment. Ouais. Puis Dubé disait, mais t'as l'impression qu'il travaille pas. T'as l'impression qu'il est nonchalant. Mais il l'est pas du tout. Il est vraiment impressionnant. Et lui, il me disait à quel point il le trouvait extraordinaire, ce joueur. Mais on va pas se mentir, 19 goals en 26 matchs, 27. À 33% de réussite, donc 19 goals en une soixantaine de shoots, ça a absolument aucun sens. Et ça va pas durer. Il va pas finir avec 40 goals en 120 shoots. C'est pas tenable. Et il en est conscient. Par contre, j'aime bien cet aspect-là de dire, mais attends, moi je suis plutôt un buteur. Foutez-moi un buteur à côté de moi, puis vous verrez, moi je vais lui faire des passes aussi. Il l'a pas dit ça, mais c'est quand même son message. Moi j'aime bien faire marquer les autres à côté de moi. Mettez Sprunger. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'ai pas aimé à Fribourg, c'est d'avoir séparé cette ligne Wallmark, Sorensen, Marchand, qui marchait si bien. Et le brassage plutôt, d'un moment où... Ça me dérange pas forcément, mais cette ligne-là, parce qu'à un moment, après, on en a parlé, hein, c'est pas évident parce que quand tu as une ligne qui fonctionne, ça veut dire que tu ne peux pas tout bouger, mais en même temps, si tu commences à bouger des trucs, c'est difficile parce que tu as un risque de casser une alchimie existante. Ouais. Et moi, je pense que ça a été cassé. Et je comprends pourquoi ça a été fait au moment où ça a été fait, parce que les résultats n'étaient pas là. Mais Marchand, Wallmark, Sorensen, je le remettrai assez rapidement sur pied, cette ligne, parce qu'actuellement, ça ne fonctionne pas trop offensivement. Et
Il y a aussi, il ne faut pas négliger, Fribourg s'est pris une régression dans la tête après avoir commencé la saison en surperformance totale. Là, ils sont plutôt en sous-performance les 10 derniers matchs. Ils sont vers un PO qui valait 98. Donc, ça va remonter quand même. L'addition du pourcentage de shoot et l'addition du pourcentage d'arrêt des gardiens aux alentours d'une centaine de pourcents c'est la moyenne autour de 100, 102, c'est très bien, 98, c'est en sous-performance. Ils sont plutôt en dessous de 100, ce qui fait que Göttingen vaut un peu mieux que ses résultats récents, mais valait un peu moins bien que ses résultats quand ils ont gagné 10 de suite. Donc, mais je pense justement là, ça va un petit peu mieux. Les résultats sont peut-être pas au rendez-vous, ça devrait aller un petit peu mieux, mais j'ai pas trop aimé ce move-là. Et puis si on enchaîne avec Genève, c'est difficile on le disait au début, un peu dents de scie, dire ah ouais, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Bah forcément que ça m'a un peu déplu finalement de pas arriver à retrouver une vraie séquence. J'ai l'impression, ils ont quand même eu un moment, ils sont pas si mal classés, mais avec le contingent, avec l'arrivée de Bernie, ça c'était... Et en fait, ce qui me déplaît d'une certaine manière, c'est parce que je pense à ce que certains nous ont dit. Il y a un auditeur qui nous a mis les gardiens, et il faisait un peu les stats de Desclous et de Mayer, et force est de constater que c'est pas folichon. Non, vraiment pas. Donc, est-ce que c'est un problème des gardiens? Je sais pas. Contre Cloton, si on prend juste un exemple, il y a une passe D2D entre Bernie et Vatanen. C'est Vatanen qui veut leur donner à Bernie. C'est Jonathan Eng qui part. Difficile de mettre la faute sur le gardien quand t'as Eng qui arrive seul face à toi. Voilà. La Vatanen, après Vatanen, on sait aussi qu'on le loue assez pour son jeu offensif on le loue, ouais. on félicite ce joueur parce qu'on sait à quel point il est fort. J'ai acheté un dictionnaire des synonymes pour moi. Ce qui m'a déplu, les louanges de Deveta. Et la Vatanen, c'était vraiment, en fait, c'est surtout que c'était assez risqué. C'était presque, je parlais d'humilité. J'avais l'impression qu'il était un peu facile, quoi. Ouais, Yann Cadieux, il dit on respecte pas l'adversaire à la fin du match. Parfois on respecte pas le jeu, parfois on respecte pas l'adversaire. Quand tu tentes ce genre de passe-là, c'est peut-être un petit peu à jouer dans la facilité, ouais. Alors voilà, et puis qu'est-ce qui plaît à Genève? Moi, j'ai quand même un sentiment de force. J'ai bien aimé le travail de Gauchi sur le fait d'aller chercher un Bernie en se disant oui, on a Carrère, oui, on a le Coultre, oui, on a Lenström et Vatanen, donc on a déjà un top 4 très solide, on a un Chanton qui est bien. Est-ce qu'on a besoin d'un Bernie impérativement? Pas forcément sûr de ça, mais il est sur le marché, on essaye, et puis je rends mon équipe meilleure. Et puis, en plus, il est rapproché des adversaires, donc c'est d'autant mieux. Et puis on lui donne un vrai rôle qui est peut-être pas forcément celui qu'on s'attendait à avoir de lui. Ce que j'ai pas aimé à Genève, c'est Jean-Michel Lenström. Du coup, ça marche aussi avec lui. Il a plein de circonstances atténuantes. Il a été blessé. Il est revenu au jeu après une blessure. Il doit s'adapter à la ligue. Il y a toutes les cases du début de saison compliqué et des raisons pour lesquelles ce début de saison est compliqué sont cochées. Il n'y a pas de problème, on le comprend totalement. Mais n'empêche qu'on a le droit d'être déçu. C'est pas parce qu'il a eu des circonstances atténuantes qu'on peut pas ne pas être déçu. Je pense qu'on pouvait s'attendre à largement mieux de sa part. Et je suis très déçu par Taylor Lundström pour l'instant. Mais ça veut pas dire que dans 6 mois, on va le trouver très fort parce qu'il aura trouvé son rythme de croisière. Mais pour l'instant, il peine à se mettre sur les rails. Lausanne, si on termine cet épisode avec Lausanne Hockey Club. Je peux quand même dire un truc que j'ai bien aimé à Genève, tu crois? Ah oui, pardon, vas-y. Non, après, on va dire que tu dis que du négatif. Ouais, mais je suis mal barre, je sais pas. Non, c'est pas vrai. Non, moi j'ai bien aimé la cohérence, c'est tout bête, mais la cohérence du discours d'Yann Cadieux tout au long de cette période de début de saison qui était difficile. Et à aucun moment il a été dans les excès, à aucun moment il a acheté tout le monde sous le bus, à aucun moment il est resté très très stable dans ses émotions, le fameux never too high, never too low. Et j'ai trouvé que cette sérénité qui dégageait, je dis pas qu'il l'était pas, je suis pas dans le vestiaire, je me rends pas compte comment ça se passe derrière les portes closes, mais à l'extérieur, même quand Genève se prenait des 6-1 à Lausanne, des 7-1 à Fribourg, il était déçu, ou il le disait, il disait que ça n'allait pas, il était très clair, mais c'était
ça semblait sous contrôle. Et je trouve quand tu as un entraîneur qui est à ce point sous contrôle et qui dégage cette impression-là, ça peut aussi transpirer hors du club, hors du vestiaire, sur les gens en disant ah bah ouais, on a envie de le suivre parce que ouais, il nous dit qu'on fait des petits pas dans la bonne direction, même si on vient de se prendre 4-0, je sais pas où. Non, mais j'entends qu'il y a Dieu dit. Et je trouve que ce discours serein, il est positif et pourtant il y aurait eu de quoi être agacé en début de saison et il l'a très peu montré. Et ça, moi, je trouve que c'est assez à mettre en avant. Alors, très juste. J'aime bien aussi cet aspect-là, t'as raison. Si on termine avec Lausanne, c'est clair que il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit ce que j'aime, c'est le début de saison de mon club favori, Lausanne, la passe actuelle. Et c'est aussi à mettre en... faire attention, notre part on essaye souvent de dire c'est pas parce qu'il y a 5 victoires de suite que ça va bien, mais effectivement il y a aussi la personne qui dit il n'y a pas de polémique au Lausanne Hockey Club cette année. Tu l'as très bien expliqué avant en disant qu'il n'y avait plus Petr Svoboda pour nous faire rigoler, ouais c'est mentir, ça ou nous faire pleurer pour certains autres parce que mais Lausanne, c'est forcément que la gestion des gardiens, quand même, c'était pas évident, vu ce qui s'est passé. Après, Kevin Pash, on a parlé, l'intégration des jeunes, l'intégration de Rochette notamment, et de Kevin Pash par la force des choses, ce qui permettra de revenir sur un autre jeune qui n'est pas bien intégré, parce qu'on nous a posé cette question. Pash, ce qui m'a impressionné avec lui, c'est d'être aussi sûr de le voir. Si tu enlèves le numéro, tu me dis tu penses quoi de ce gardien? Je voyais ses arrêts, je voyais la façon dont il bougeait. Je me disais il a l'air déjà d'avoir une certaine présence comme un vétéran. Alors après c'est très difficile parce que l'échantillon est faible, mais il y a un côté un peu plus rassurant qu'avec des fois certains gardiens, parce que je trouve qu'il relâche peu de puck et tout. Tout à fait. Mais il a que 20 ans, donc j'ai envie de dire, le jury est encore ouvert sur le coup, et c'est clairement pas à dire, mais il était parti au Omaha Lancers, il était parti en USHL, donc il y avait déjà un vrai potentiel qui était vu. On se souvient, je crois que c'était Akira Schmidt qui était allé par là-bas aussi. Il suit un peu une filiale qui est intéressante, mais il a que 20 ans. Donc ça... Il y a deux choses que je voulais mettre en avant. Ouais. Une des deux, c'est la gestion des gardiens. Malgré la... Et c'est terrible, mais malgré Poulenov, on peut mettre en avant... Parce que là maintenant, c'est... Faut non plus pas... Et là, je le dis aussi, je réfléchis à haute voix, mais faut pas qu'on tombe dans l'extrême inverse, sous prétexte que Lausanne a gagné quelques matchs. Tout va bien. Non, absolument. Poulenov, ça avait 82% d'arrêt à un moment. C'était honnêtement une passoire à un moment. Mais quand je dis la gestion des gardiens, c'est justement comment le cas Poulenov, ça a été géré. On l'a laissé tranquille, ils l'ont laissé bosser, ils ont essayé de le reconstruire, j'imagine, c'est l'impression que ça donne de l'extérieur, en disant on te reconstruit tranquillement de l'intérieur, on va essayer de te remettre en confiance, puis on te redonnera le filet un peu plus tard. Entre-temps, Pache vient et leur a enlevé une sacrée épine du pied parce qu'il était bon, et il était très solide, et ils l'ont mis en avant, ils l'ont fait jouer beaucoup. Après, ils l'ont sorti du filet à un moment aussi, j'imagine, pour souffler, et ça, c'est parfait, je trouve, comment ça a été géré ces derniers temps. Mais au début de saison, c'était compliqué. Et malgré ça, on peut mettre en avant le travail à ce niveau-là. Et justement, maintenant, il y aura le retour de Connor Hughes qui va les aider. Est-ce que Pache va retourner à Martigny? C'est très probable. Est-ce que Hughes va y faire un saut pour se remettre dans le rythme? C'est très possible. Et ce serait une bonne chose, je pense, de le faire. D'ailleurs, de poser Hughes là-bas, sachant que tu n'en as pas besoin en haut. Va jouer 2 matchs avec Martigny. Mais maintenant, à part ça, tu peux te poser la question aussi, simplement de voir un peu plus loin. C'est vraiment très très difficile. Et là, le côté, les Américains aiment bien utiliser le terme de directeur, de manager, de fauteuil, le armchair GM, pour dire, t'as Connor Hughes, tu l'as signé 2 ans. Donc il a première saison, il a encore une saison derrière. Poulenov, il avait signé 5 ans. Ouais. Donc normalement... il en est à sa 2e saison avec Lausanne, donc il a encore 3 saisons derrière, si je ne dis pas de bêtises. Puis t'as Pache qui signe jusqu'en 2026. À un moment, tu fais quoi? Parce que t'as de l'argent qui est alloué sur ces gardiens, et puis après, tu regardes simplement froidement les performances. Est-ce que tu te dis, j'ai envie d'avoir... Pache, je sais que je peux lui donner un contrat. Il a déjà son contrat, donc il gagne tant, sans doute moins que les 2 autres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, finalement, pour pouvoir utiliser peut-être intelligemment cet argent sur un attaquant, un défenseur, améliorer le truc?
Tu prêtes Kevin Pache quelque part en National League la saison prochaine. Tu dis à Langnau, Langnau ils ont 2 gardiens sous contrat, mais tu dis à Cloton, bonjour, vous voulez pas un deuxième gardien fiable qui sera tout content d'avoir ses 15-20 matchs? Tu le prêtes en National League quelque part. Je pense que ça peut être une jolie étape pour lui, tout en ayant encore Hughes et Poulianov sous contrat. Hughes sera en fin de contrat la saison prochaine. S'il a fait suffisamment ses preuves, tu le fais revenir comme ton gardien parce numéro qu'il est bon, hein, parce qu'il aura 22 ans, parce qu'il sera bien développé. Oui, mais je dis Hughes pour l'instant. Ce qu'il a prouvé en début de saison avec Lausanne, il a tenu la baraque alors que Poulianov c'était pas bon. Donc tu as plutôt tendance à te dire, dans l'absolu, tu garderais Hughes et Pache. Oui. Mais les contrats sont ce qu'ils sont, donc au bout d'un moment tu dois peut-être décider. Mais là on réfléchit beaucoup trop loin. Mais à très court terme déjà, Pache, tu dis c'est super, bravo, tu as eu l'expérience. Tu retournes à Martigny. Continuer ta saison, continuer ton développement, parce que comme tu le dis très justement, il a que 20 ans. Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas brûler les étapes. Fin de saison à Martigny, saison prochaine, on trouve un endroit où lui faire gagner 15-20 matchs de National League à coup sûr. Ça pourrait être un bon plan de développement, je pense, pour ce jeune gardien. Mais son arrivée, c'est vraiment une très bonne chose. Parce que des gardiens aussi, pas oublier que des fois, même en NHL, on a vu des progressions météoriques, des gars qui arrivent, qui casse tout, mais je me souviens notamment dans les années, je crois que c'est les années 90, Jim Carrey, rien à voir avec l'acteur, mais qui avait été exceptionnel, qui avait gagné le MVP, et puis finalement il n'a pas eu la carrière qui aurait dû être la sienne. Donc avoir des fois de pas se dire parce que tu as gagné, tu as fait 2-3 blanchissages après aussi peu de matchs, de se dire faut absolument que ce soit le gardien numéro 1. Il y a un processus, un développement qui doit être fait. Bien sûr. Peut-être qu'il progresse plus vite que les autres. Ça, c'est bien possible. Il y a aucun souci. Mais on va dire que la progression normale, le développement normal aurait plutôt tendance à dire calmons-nous, comme tu disais. Swiss League peut-être, National League dans un club moins huppé, un moment pour avoir des matchs. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il joue. Ça, c'est le truc. Ce que j'ai bien aimé encore, c'est Kanye Aguirre au passage. Il est vraiment très fort. Il fait tout juste. Il explose cette saison, vraiment. Et je suis impressionné par ce joueur. La connexion Suomela-Jäger, ils en ont marqué 2. Ils ont marqué à Bienne, ils ont marqué contre Langnau. En powerplay, qui commence à tourner pas trop mal ces derniers temps. Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose? Juice aussi a l'air d'être vraiment... la déception, ça pourrait presque être Pilot finalement, en réfléchissant. Qu'on attendait peut-être un peu... le côté flashy, le côté... vous verrez, parce qu'on voyait des highlights, on voyait les buts qu'il marquait avec Rochester en AHL. On imaginait, et je me rappelle au début de saison, et je t'en voudrais jamais pour ça, mais parce que toi aussi, tu avais choisi entre Juice et Pilot, lequel il faut choisir au manager, puis tu t'es dit, Pilot un petit peu plus, puis finalement, ça a l'air d'être pour l'instant plutôt Juice Et on avait dit en début de saison que Pilot, offensivement, il allait plus apporter, mais par contre, défensivement, ça allait être un peu plus compliqué pour lui. C'est pas le cas, ouais. Et puis alors, un truc, ça c'est quelqu'un qui l'a noté, et... C'est vrai que dans le genre pas aimé, parce qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment, typiquement si on se dit à Lausanne qu'est-ce qui déplaît, la gestion de Sidler. Parce que quand on regarde le temps de jeu que Ward a accordé à ses défenseurs, il joue avec 8 défenseurs. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y en a pas un qui dépasse les 17 minutes. À peu de choses près. C'est... Donc la fraîcheur de ces joueurs sur le long terme, c'est peut-être aussi quelque chose vraiment à mettre au crédit, et c'est pas forcément les coachs nord-américains qui ont l'habitude de jouer avec 6 pour qu'ils comprennent qu'il faut jouer avec 8, c'est pas évident. Non, totalement d'accord avec toi. Et là, ça a l'air d'être assez payant, même les attaquants. Je crois que c'est Théo Rochette qui joue le plus sur lors du dernier match. Alors que t'as une première ligne avec Suomela, t'as Jäger qui marque des buts et tout, mais non, les temps de jeu sont très très bien balancés, ce qui fait que je pense qu'ils gardent à peu près tout le monde relativement frais. Ça aussi c'est plutôt... mais le déplaisir, c'est Sidler. Mais parce que tu le mets où? C'est difficile. Et je trouve qu'il a du potentiel, c'est ça, je suis sûr. Ouais, il a du potentiel. Je pense que son passage à Chaux-de-Fonds s'est pas très bien passé. J'ai pas l'impression qu'il est revenu de la Chaux-de-Fonds avec plein de bonnes choses dans les bagages. De ce que j'entends, si un club téléphone à Lausanne et demande pour avoir Dario Sidler pour la fin de saison, je pense que ce sera pas trop compliqué à l'avoir. Je pense qu'il paye même la première classe.
Je sais pas s'il a le permis, mais je pense que oui. Mais il loue une voiture s'il faut pour l'envoyer là-bas. Donc, mais ça veut pas dire qu'il compte pas sur lui à moyen terme. Mais par contre, parce qu'il reste encore une année de contrat après celle-ci. Ouais. Mais lui, il faut qu'il joue aussi, effectivement. C'est un jeune défenseur de 20 ans qui joue peu et c'est vraiment dommage. Au bout d'un moment, si tu mets Frick en tribune une fois pour voir ce que ça fait, puis tu donnes un peu de temps à Dario Siedler, moi je serais pas complètement surpris. C'est lui, pour moi, le point que j'aime un peu moins du côté de Lausanne. Mais on parle là aussi, comme toute la saison dernière sur Genève, c'est difficile d'être négatif quand ça va bien. Ouais. Difficile, c'est pas qu'on veut absolument. Ou Fribourg, alors Fribourg c'est plus facile parce que c'était très positif d'un côté, négatif de l'autre, donc c'est plus facile d'avoir des moments. Lausanne c'est assez équilibré finalement, il y a eu juste un petit trou qu'on avait mentionné avec ces 3-4 défaites de rang, mais c'est difficile d'être négatif sur Lausanne parce que tout va bien, ils sont 4e, les victoires s'enchaînent. Je suis un peu déçu par Lucas Frick honnêtement, et je pense que c'est le premier défenseur qui va devoir sonder le marché parce que toute la défense est en fin de contrat pour la saison prochaine, et je pense que si on 2025 donc ouais. Fin de saison prochaine, je pense que Lucas Frick va devoir se trouver un club parce qu'à mon avis il n'a pas vraiment d'avenir à Lausanne. Je peux me tromper, et peut-être dans la journée on apprendra qu'il a prolongé de 3 ans, mais j'ai pas l'impression, et il fait rien pour justifier qu'on s'intéresse à son futur aussi vite. Voilà, on est au terme de cet épisode 13. Non. 14. En même temps, c'est la feuille de la semaine passée que tu as sous les yeux, ça marquait 13 en haut. Moi, j'ai lu bêtement. 14 de cette saison. Merci pour toutes vos questions, vos remarques, vos analyses, vos commentaires positifs. Merci aussi. Ça fait toujours très plaisir à les lire et on est très content du coup de vous faire plaisir. D'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Nous écouter comme d'habitude, c'est sur Spotify. Vous pouvez vous abonner. On pourra recevoir la notification à chaque fois qu'on publie un épisode. C'est pas perdu. En même temps, c'est pas trop compliqué. C'est le mercredi à 17h. Mais des fois, il y a des petites surprises comme la semaine passée. Ouais. Et sinon, si vous avez des questions, on est toujours prompt à vous répondre. Peut-être que ce week-end, on se croisera quelque part. Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde à Rapperswil, Fribourg, vendredi soir, mais moi, c'est où je serai. Et samedi, je serai en congé. Je serai en congé. Donc, non, on va pas se croiser samedi. Enfin, je pense pas que c'est prévu. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. À bientôt. Bonne semaine.